Notre histoire commence avec deux familles qui se séparent, un garçon et une fille se tenant côte à côte. La fille fait ses adieux au garçon, il a l'air triste. Elle lui tend les mains, le remerciant en pleurant, car il l'a toujours protégée. Elle lui dit qu'une fois partie, elle fera tout son possible pour devenir une puissante sorcière, lui promettant qu'ils se reverront. Il appuie à son réponse et lui serre la main. Ensuite, nous faisons un bond dans le temps lorsqu'ils sont plus âgés. Quelques jeunes délinquants interpellent Morihito, désormais adulte. L'un d'eux lui dit que ce qu'il a fait il y a quelques jours ne sera pas oublié d'aussitôt. Morihito leur demande qui ils sont, ce qui les énerve, et il se présente. L'un d'eux, nommé Momota, lui rappelle qu'il y a quelques jours, ils étaient en train d'intimider un élève quand Morihito est venu le secourir, et qu'en le faisant, il s'est mis à les intimider à son tour, ce qui les a vraiment agacés. Ils commencent à l'attaquer, mais Morihito esquive facilement leurs coups, semblant plus fort qu'eux et ne voulant pas riposter. Cependant, à la fin, Momota parvient à le frapper. Plus tard, on retrouve Morihito chez Umi, où son père lui demande pourquoi il s'est laissé frapper alors qu'il aurait pu facilement les vaincre. Morihito explique que Momota est quelqu'un qu'il a laissé le frapper par le passé. Quand il était plus jeune, il l'a blessé gravement. Son père lui fait remarquer que ce n'est pas une excuse, car cela appartient au passé et qu'ils lui ont appris à contrôler sa force. Morihito rétorque que s'il n'avait pas laissé Momota le frapper, il ne se serait pas débarrassé d'eux, et il pense que ce qu'il a fait était l'option la plus sûre. Pendant qu'il mange, son père lui demande s'il se souvient de la petite sorcière à qui il a dit au revoir il y a longtemps. Morihito est choqué et se remémore ses souvenirs avec elle, qui étaient remplis de blessures. Il se souvient qu'elle était arrivée en CM1 et qu'elle avait dit qu'elle irait à l'école des sorcières pour apprendre la magie. Son père lui annonce qu'elle a terminé cette formation et qu'elle prévoit de revenir, et qu'elle a aussi décidé qu'il serait son gardien. Morihito est de nouveau sous le choc et renverse accidentellement sa nourriture sur son père, qui comprend sa surprise, car les gardiens des sorcières sont généralement des aliments. Cependant, autrefois, ces animaux parvenaient à absorber l'énergie magique des sorcières et à prendre forme eux-mêmes, finissant par épouser de vrais humains et donnant naissance à une nouvelle lignée appelée la lignée des spectres. Il s'avère que Morihito et son père appartiennent à cette lignée, c'est pourquoi ils ont un accord avec les sorcières selon lequel leur lignée servira de gardien. Ainsi, ils doivent respecter ce pacte. Morihito, cependant, s'emporte et dit à son père qu'il ne veut être associé à personne, précisant bien que cette situation ne lui convient pas. Son père insiste sur le fait qu'ils ont un pacte et qu'il doit s'y conformer. Morihito se met en colère et suggère que son père devienne plutôt son gardien personnel. Son père explique qu'il l'aurait fait, dès qu'il a malheureusement un voyage d'affaires très important et qu'il part dès demain. Morihito se calme et continue de manger pendant que son père termine l'histoire, précisant que Neko va rester dans la ville des sorcières pour des raisons personnelles, ce qui signifie que lui et Miko vont vivre seuls ici. Morihito est encore plus choqué et renverse à nouveau sa nourriture sur son père, qu'il accuse de l'avoir fait exprès. Morihito réfléchit à la situation. Ensuite, on passe à Neko, qui revient en ville, très heureuse et espérant que Morihito va bien. On retourne auprès de Morihito, qui est assis dans sa chambre, se remémorant des souvenirs avec Neko, à l'époque où elle n'arrivait même pas à prononcer son nom et l'appelait Moi à la place. Il pense en lui-même à quel point elle a mûri. Soudain, Neko brise une fenêtre de sa chambre et tombe devant lui. Morihito est choqué, pensant qu'il s'agit d'une voleuse, mais elle s'excuse en disant qu'elle a perdu l'équilibre et est tombée à l'intérieur. Lorsqu'elle se relève, elle se présente comme Moi, et Morihito est stupéfait par son apparence, tandis qu'elle lui dit qu'elle a tenu sa promesse et qu'ils se sont retrouvés. Ils partagent un joli moment, mais Moi les interrompt en disant qu'ils doivent nettoyer la chambre tout de suite. En nettoyant, il mentionne qu'il n'arrive pas à croire qu'elle ait causé un tel problème dès son arrivée et qu'elle ait cassé la vitre. Miko devient très embarrassé et essaie de l'aider, mais il insiste pour qu'elle se repose simplement, lui donnant quelques biscuits à manger. Pendant qu'elle mange, elle regarde Moi, remarquant qu'il est devenu un beau jeune homme, mais qu'il reste aussi franc qu'avant. Elle commence à s'imaginer des choses dans sa tête et Moi interrompt ses pensées, disant qu'il sait que tout est arrivé soudainement, dès qu'il est sûr qu'ils peuvent gêner leurs problèmes. Elle s'excuse pour tout ce qui arrive si brusquement, expliquant que sa mère a tout choisi pour elle, et il la rassure en disant que ce n'est pas grave puisqu'ils ont un pacte auquel ils doivent se tenir. Ce qui compte maintenant, c'est de nettoyer le verre. Elle lui dit qu'elle peut le réparer avec sa magie. Quand il lui demande si elle est sérieuse, elle répond que bien sûr, il ne sait pas qu'elle est une sorcière. Elle explique que pour utiliser le sort de réparation du verre, elle a besoin d'un support. Il se demande ce qu'est qu'un support, et elle lui suggère de trouver quelque chose qui lui est précieux. Il lui montre sa pièce préférée et elle pense que c'est parfait pour l'utiliser. Elle la prend et commence à lancer le sort. Voy est sous le choc lorsque Neko parvient à réparer le verre, mais soudain, il entend quelque chose se casser.
Quand il regarde à côté de lui, il est stupéfait de voir sa tasse brisée. Nico explique alors que pour réparer quelque chose de cassé, le support utilisé doit être lié à de fortes émotions appartenant au propriétaire. Moi, il se met en colère, disant qu'elle aurait dû lui dire sa gueule au début parce que cette tasse comptait beaucoup pour lui. Nico s'excuse, admettant qu'elle aurait dû utiliser quelque chose qui lui appartenait à elle et qu'elle dépend encore de lui comme lorsqu'ils étaient enfants. Cependant, il lui dit qu'elle a changé. L'important, c'est que la fenêtre soit réparée. Peu importe que sa tasse soit cassée, la magie est incroyable. Puis il lui dit qu'au début il ne l'avait pas reconnue, ce qui la rend très heureuse, et elle lui dit qu'elle peut lui montrer plein d'autres sorts s'il veut. Cependant, il refuse et elle insiste, voulant lui montrer un nouveau sort qui transforme n'importe quoi en feuille de papier plate. Il lui dit qu'il ne veut plus voir d'autres sorts après avoir cassé sa tasse. Elle lui répond que cela finira par revenir à son état d'origine. Elle décide alors de lancer le sort sur elle-même, ce qu'elle fait effectivement, laissant Moi sous le choc. Nico, incapable de se contrôler, trouve que tout autour Belle ondule et s'envole accidentellement par la fenêtre. Moi était choqué par ce qui venait de se passer et dit que Nico était toujours aussi imprudente que d'habitude. Il essaya de la rattraper mais ne réussit pas à l'attraper plus d'une fois, jusqu'à ce qu'elle se retrouve coincée dans un couloir étroit. Moi ne parvenait pas à la sortir de là, alors il lui demanda d'attendre pendant qu'il allait chercher un balai pour l'en extraire. Elle lui dit que la durée du sort allait bientôt se terminer et que si elle ne sortait pas de ce couloir, elle deviendrait vraiment une femme plate. Soudain, Momota apparut et demanda à Mai ce qu'il faisait devant sa maison, se demandant si Mai était venu se venger de lui. Mais Mai répondit sérieusement, « J'ai besoin d'un aspirateur de toute urgence. » La situation est extrêmement dangereuse. Momota réagit, il resta froid et demanda si Moi voulait se battre ou quoi. Moi se souvint de leur enfance, du moment où Momota lui avait donné un coup de poing et lui avait cassé le bras. Puis Momota et ses amis sont venus et ont violemment frappé Moi devant Nico, qui n'a eu aucune réaction malgré sa force suffisante pour riposter. Après cela, son père lui a dit qu'il avait bien agi. Moi a demandé à son père pourquoi ils avaient la force des ghouls, en disant que c'était mauvais. Son père lui a expliqué qu'il pouvait s'entraîner pour contrôler sa puissance, en insistant sur le fait que la force est importante parce qu'elle rend son propriétaire fort de cœur. Après cela, on voit que Moi était furieux et a utilisé sa puissance. Momota a eu peur et a cru que Moi allait le tuer. Mais au dernier moment, Moi a utilisé sa force pour briser le mur et a réussi à sortir Nico saine et sauve. Nico est redevenue elle-même au moment parfait. Momota est restée stupéfaite de revoir Nico et elle l'a salué. « Bonjour, quoi son berbe ?» Momota s'est énervé et a dit qu'il devait réparer son mur maintenant, sinon il ne les épargnerait pas. Moi a demandé à Nico si elle pouvait réparer le mur et elle a répondu qu'elle le pouvait mais qu'elle avait besoin de quelque chose de précieux du propriétaire. À ce moment-là, Moi a décidé d'utiliser les cheveux de Momota pour le sort, et en effet, le mur a été réparé, laissant Momota chauve et complètement perdu face à ce qui venait de se passer. Moi et Miko sont ensuite partis, et Miko s'est excusé auprès de Moi pour ce qui s'était passé, lui demandant si c'était une erreur d'utiliser les cheveux de Momota. Moi l'a rassuré en disant qu'ils étaient désormais petits. Elle a acquiescé, et Moi a poursuivi en disant que tout s'était bien terminé et qu'il était temps de rentrer à la maison. Soudain, Miko s'est arrêtée et a dit qu'elle voulait demander une faveur. Il s'est avéré qu'elle voulait acheter des vêtements et elle en a finalement acheté beaucoup, ce qui a fait se demander à Moi combien il y en aurait alors qu'il les portait, ayant l'impression que son bras allait se casser. Elle a plaisanté en disant qu'il ne devrait pas dire ça parce qu'il est un ghoul fort. Puis elle a dit qu'elle allait lancer un sort pour l'aider et le sort a rendu les choses normalement légères. Quand Moi a essayé de porter les affaires après que le sort de Miko ait pris fin, il a été stupéfait par leur légèreté et a dit à Miko que sa magie était incroyable et très utile, ce qui a rendu extrêmement heureuse. Elle s'est mise à marcher, et Moi s'est demandé si elle était vraiment prête à ce que toute la ville sache qu'elle était une sorcière, car cela attirerait l'attention et mettrait sa vie en danger. Nico a répliqué en demandant ce qu'il voulait qu'elle fasse, rester enfermée à la maison. Moi répondit que ce serait bien et que cela réduirait les risques. Elle répondit qu'elle comprenait sa façon de penser mais fit remarquer qu'il existait une règle chez les sorcières, elle devait aider les gens, et que les sorts des apprentis sorcières comme elle était instable, donc interagir avec les gens l'aiderait à stabiliser ses compétences. Rester seule ne fera que la faire sombrer dans la magie noire. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'elle interagisse avec les gens tout en utilisant la magie, et elle acquiesça, sachant que ce serait difficile pour lui mais que c'était comme terminer sa formation afin de devenir une puissante sorcière capable d'aider les autres. Moi souris, pensant que le rêve de Nico était merveilleux et qu'il devait l'aider à le réaliser. Il dit, « D'accord, je serai ton gardien et je t'aiderai pour tout ce dont tu auras besoin. » Nico fut stupéfaite par sa réaction et commença à réfléchir à la façon d'agir s'ils se mettaient à sortir ensemble. Pendant ce temps, un incendie se déclara dans l'une des tours et une femme appelait à l'aide. Nico décida de lui venir en aide mais Moi tenta de l'en empêcher, disant que ce serait dangereux, surtout avec autant de monde autour.
Miko lui rappela qu'elle lui avait déjà dit qu'elle utiliserait sa magie pour aider les autres et sortit son balai volant. Moi décida de l'aider et lui dit de voler sur le balai pendant qu'il allait secourir la femme. Ils commencèrent à exécuter leur plan sous le regard stupéfait de la foule. Moi demanda à la femme de leur lancer des objets. Lorsqu'elle le fit, ils faillirent tomber au sol à cause du poids de la charge. Neko utilisa son sort de légèreté pour rendre moi plus léger et ils sauvèrent la situation à la dernière seconde. Il semblait que le sort avait aussi affecté l'esprit de moi, le poussant à dire des choses étranges, et c'est alors qu'ils réalisèrent que le sort de légèreté rend les gens joyeux. La femme était stupéfaite par ce qui se passait, demandant comment ils pouvaient voler ainsi comme si c'était normal. Ils commencèrent à lui expliquer, mais alors qu'ils volaient, le sort de légèreté commença à se dissiper et ils étaient sur le point de retomber. Cependant, ils réussirent à atterrir sans encombre et faisaient leur descente pendant que la femme les remerciait de lui avoir sauvé la vie. Puis Neko se souvint qu'ils avaient laissé leurs affaires et décida de retourner les chercher. Ils dirent au revoir à la femme et partirent, tandis qu'elle restait stupéfaite par ce qui venait de se passer. Après cela, on retrouve moi et Neko qui étaient rentrés chez eux, épuisés d'avoir transporté des objets lourds, qui semblaient plus lourds que d'habitude. Lorsque Neko lut le livre de sorts, elle découvrit qu'il y avait des effets secondaires liés au sort de légèreté qui touchaient à la fois moi et Neko, y faisant s'effondrer au sol. Plus tard, moi et Neko râlaient, frustrés, car ils ne s'attendaient pas à ce que leur journée se déroule ainsi, avec tous ces incidents. Finalement, ils se préparèrent à aller se coucher et Neko dit à moi que leur nouvelle vie commencerait officiellement demain, espérant qu'il prendrait bien soin d'elle pendant cette période. Il lui répondit de ne pas dire des choses aussi bizarres et d'aller dormir dans sa chambre. Neko répondit d'accord. Avant de se diriger vers sa chambre, elle le remercia pour ce qu'il avait fait ce jour-là, disant que c'était incroyable qu'il puisse désormais contrôler son pouvoir, sous-entendant qu'il avait dû s'entraîner dur. Il le confirma. Puis il se mit à se rappeler ce que son père avait dit à propos d'une catastrophe qui arriverait à Neko dans l'année. Moi fus choqué par cela et son père expliqua qu'il le savait parce que le père de Neko était un voyant capable de voir l'avenir, mais qu'il n'avait pas de détails sur ce qui allait exactement se passer. Quand moi essaya de trouver une solution à cette catastrophe, il comprit que Neko avait besoin d'un gardien pour survivre. Moi réfléchissais à la façon de sauver Neko de ce qui allait arriver, tandis qu'elle le regardait avec affection. Le lendemain, Neko sortit en parlant à Mai et lui demanda comment il se sentait après leur première journée à vivre ensemble. J'ai répondu froidement que cela ne lui faisait rien et qu'elle était censée s'habiller et descendre tout de suite, pas venir dans sa chambre. Elle pensait, n'arrivant pas à croire qu'elle vivait avec Né sous le même toit. Quoi qu'il en soit, ils arrivèrent à l'école et Neko était vraiment heureuse, disant que sa vie d'adolescente commençait enfin. En regardant la liste de la classe, elle fut ravie de voir qu'elle et Mai étaient dans la même classe. Neko continua de penser qu'elle était une sorcière, mais espérait se faire beaucoup d'amis. Pendant ce temps, Mai réfléchissait à la façon dont il allait gérer la catastrophe dans laquelle il se trouvait. Après la réunion de bienvenue pour les élèves, Neko et Mai se promenaient dans l'école et Neko observait les élèves, se sentant vraiment excité car tous les élèves avaient son âge et il y avait de forts liens entre eux. Elle souhaitait pouvoir avoir une relation comme la leur. Puis elle regarda Mai, tira à plat et lui dit qu'il devait parler. Elle pensait qu'il allait lui avouer ses sentiments, mais lorsqu'ils se sont arrêtés pour parler, il a dit « Je veux que tu me promettes que, lorsque tu te présenteras, tu ne mentionneras pas que tu es une sorcière et que tu n'utiliseras pas ta magie à l'école pour éviter les problèmes. » Bien sûr, elle a été agacée par ce qu'il a dit. Ensuite, ils sont allés en classe et leur professeur s'est présenté. Elle était sur le point de parler de son passe-temps, mais elle s'est mise à penser que si elle disait que son passe-temps était de lire des mangas, elle se ferait taquiner et harceler, alors elle a décidé de dire que son passe-temps était la danse à la place. Quoi qu'il en soit, les élèves indiquent qu'elle était bizarre. Après cela, la professeure a mentionné qu'elle allait demander aux élèves de se présenter. À ce moment-là, elle a dit à Neko de ne pas oublier ce qu'il lui avait conseillé et de ne pas dire qu'elle était une sorcière, mais elle pensait en elle-même qu'elle voulait aider tout le monde avec ses pouvoirs. Cependant, mais se souvenait de ce que son père avait dit à propos d'une catastrophe qui arriverait à Neko dans l'année, alors il essayait de prendre toutes les précautions possibles. Ensuite, la professeure a commencé par les garçons et la plupart d'entre eux étaient excentriques. Neko a remarqué que Né prenait des notes sur les élèves afin de pouvoir mieux interagir avec eux en tant que son gardien. Puis ce fut le tour des filles, et pendant que Né prenait des notes, il a fait une erreur. Quand il a commencé à l'effacer, la gomme s'est cassée, il avait l'air triste et très tendu. Neko réfléchissait à la façon de l'aider parce qu'il avait l'air tellement abattu, et elle se mise à imaginer que si elle l'aidait, il pourrait changer d'avis, l'aimer davantage et la laisser utiliser sa magie librement. Elle a décidé d'utiliser un sort qui pouvait transformer n'importe quoi en quelque chose de plus grand. Elle a commencé à expliquer le sort, puis à l'exécuter, mais par erreur, elle a touché une partie des cheveux de Mai.
En effet, cette partie a poussé de façon incontrôlable, et quand la professeure l'a vue, elle s'est exclamée « Est-ce que John Frick s'est inscrit dans notre école ou quoi ?» Elle était nerveuse et n'en croyait pas ses yeux. Nico était aussi effrayé et ne savait pas quoi faire, décidant d'inverser le sort en refusant le même sort. Mais lorsqu'elle a essayé, elle a accidentellement touché la tête de May à la place, rendant sa tête gigantesque, mais ne s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Puis un autre élève a commencé à se présenter et à raconter quelques blagues qui ont fait rire tout le monde, même May. Quand ce fut au tour de Meg de se présenter, la professeure l'a regardée et a été alarmée. Elle se dit qu'elle était sûre que tout cela n'était qu'un produit de son imagination puisqu'elle s'était couchée tard la veille. Nico essayait de nouveau d'inverser le sort, mais cette fois, elle a accidentellement touché son bras. À ce moment-là, May remarqua ce qui s'était passé et regarda Nico, qui montrait des signes indiquant que c'était elle qui avait fait tout cela et essaya aussi de s'excuser auprès de lui. Lorsqu'il se leva pour se présenter, il essaya de cacher son bras, et tous les élèves étaient intrigués par sa façon de se tenir et de parler. May pensa alors que désormais tout le monde le trouverait bizarre. Cependant, tout s'est bien passé. Ensuite, May tendit son bras devant Nico pour qu'elle inverse le sort et le ramène à sa taille normale. Mais au même moment, c'était au tour de Nico de se présenter, et lorsqu'elle se leva brusquement, elle se toucha accidentellement avec le sort et devint gigantesque. Toute la classe fut terrifiée. À ce moment-là, elle se présenta et dit qu'elle était une sorcière, ce qui rendit May très frustrée. Mais la professeure expliqua qu'elles avaient été choisies par sa mère pour devenir sorcières dès le début, donc ce n'était pas une surprise. Nico restait là, l'air triste, tandis que tout le monde lui lançait des regards curieux. Mais pensa en lui-même qu'il voulait qu'elle ait une amie, mais après ce qui s'était passé, il ne pensait pas que quelqu'un voudrait la connaître. Après l'école, May proposa de raccompagner Nico chez elle, et elle accepta. Mais l'une de ses camarades déplace le plat et l'invita à entrer avec elle et à s'arrêter dans un restaurant en chemin, et May accepta, ce qui rendit Nico heureuse. Quand les filles arrivèrent au restaurant, elles tombèrent sur des garçons qui essayaient de les draguer en disant « Vous êtes vraiment mignonnes, les filles. Pourquoi ne sortiriez-vous pas avec nous ?» Mais l'une des filles dit « Laisse tomber, allons directement dans le restaurant. » À ce moment-là, l'un des garçons essaya de lui parler, mais elle répliqua sèchement « On ne va pas perdre une seule seconde avec des losers comme vous », ce qui laissa les garçons sous le choc de ses paroles. Ils sont alors partis et les filles sont entrées dans le restaurant. Plus tard, Nico dit à la fille qui s'appelait Kara que ce qu'elle avait fait était vraiment impressionnant, ce qui fit rougir Kara jusqu'aux oreilles. Kara répondit « Oublie ça. Parle-moi un peu de toi, Nico. » Puis Kokomi ajouta que c'était génial d'avoir une sorcière avec elle à l'école et voulait que Nico lui parle de la magie et des sorts. Elle demanda si Nico pouvait vraiment utiliser la magie. Nico répondit avec assurance qu'elle le pouvait et que c'était très facile, ce qui poussa Kara à faire remarquer que cette confiance pouvait être dangereuse. Nico commença à raconter qu'à l'endroit où elle vivait avant, elle n'avait pas d'amis de son âge, alors elle passait beaucoup de temps seule. Elle avait vraiment hâte de passer du temps avec des amis de son âge, comme elle le faisait maintenant. Nico demanda si Kara et Kokomi étaient amis depuis le collège. Kokomi confirma et ajouta qu'elle était une fille solitaire au collège qui adorait lire des livres, ce qui poussait les autres élèves à se moquer d'elle en la traitant d'étrange. Mais un jour, Kara s'est approchée de Kokomi et l'a invitée à aller au restaurant, et Kokomi a accepté. Depuis ce jour-là, elles étaient devenues amies. Nico fit remarquer que ce que Kara avait fait était incroyable, ce qui fit rougir Kara à nouveau. Mais Kara répondit alors « Oublie-moi, parle-moi plutôt de ce beau garçon avec qui tu traînes à l'école. » Nico répondit « Bon, tu parles de moi ?»« C'est mon ami d'enfance, ce qui choqua Kara. » Elle demanda « Si c'est ton ami d'enfance, pourquoi tu lui parles comme ça ?» Et lui aussi te répond comme ça. Je suis sûr que vous avez une relation amoureuse. Nico lia rapidement, et Kara continua. Alors pourquoi vous rentrez dans la même maison? Nico expliqua. C'est parce qu'on vit ensemble, ce qui rendit Kara folle, et elle s'exclama. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tellement inapproprié. Nico se sentit embarrassé et ne savait pas quoi dire. Pendant ce temps, les garçons attendaient dehors, jurant de se venger. Puis Kara dit à Nico. Et si tu nous parlais de ta relation avec Mo et que tu nous le présentais? J'ai envie de trouver un copain. Mais Kokomi était aussi d'accord avec cette idée. Au même moment, les garçons se préparaient à les attaquer, mais Mo surveillait la situation et a frappé tous les garçons sans pitié. Pendant ce temps, quelqu'un racontait des mensonges sur Mo et le rabaissait, donnant de lui une très mauvaise image. En quittant le restaurant, les filles ont dit qu'elles s'étaient senties trompées par l'apparence de Mo. Nico pensa en elle-même qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait dit, mais elle se sentait un peu jalouse. Le lendemain, des élèves se sont rassemblés autour de Nico en disant qu'elle était géniale, ce qui a rendu Mo heureux car il craignait que Nico ne parvienne pas à se faire des amis. D'un autre côté, certains garçons demandaient aussi à Mo de les présenter à Nico.
Kara leur demandait de montrer leur magie, ce qui a mis Mo en colère, mais Nico était vraiment excité et a commencé à lancer des sorts. Quand la professeure est entrée et a vu l'état de la salle de classe, elle s'est exclamée « Est-ce que je viens d'entrer dans un château sorti d'un anime sur des chasseurs de démons ou quoi ?» Ensuite, la professeure a commencé à parler, disant qu'elle pensait être entrée au mauvais endroit mais qu'elle comprenait ce qui s'était passé et ne voulait plus de bêtises. Elle a commencé à expliquer la leçon puis leur a dit qu'ils devaient faire un sport appelé futsal, mais les élèves ont protesté. Cependant, elle a dit « On n'est pas obligé de se fatiguer. On peut utiliser la magie de Nico pour nous aider. » Tous les élèves étaient d'accord avec ça, mais bien sûr, Bo était en colère, disant que la magie ne devrait pas être utilisée pour s'amuser. Mais finalement, ils sont descendus dans la cour de l'école pour commencer les choses. Nico essayait d'expliquer les règles et a commencé à utiliser sa magie. Ensuite, elle a fait voler tout le monde et il n'en revenait pas de ce qui se passait. Chaque élève utilisait la magie de gravité d'une manière qui reflétait sa personnalité, mais au final, ils se sont tous fondus dans le groupe et ont utilisé la magie de la même façon. La professeure regardait, choquée et émerveillée, et certains élèves d'autres classes observaient la scène en espérant pouvoir les rejoindre. Après cela, Bo a demandé à Nico si elle allait bien, car il était sûr qu'elle utilisait beaucoup d'énergie magique. Elle a répondu « Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je peux recharger ma force magique en mangeant un peu. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que tout le monde s'amuse, car j'étais destinée à naître sorcière et je suis heureuse de faire profiter tout le monde de ma magie. » Mo a alors dit « Si c'est ce que tu ressens, moi c'est tout le contraire. Je n'ai pas ressenti un seul moment de joie depuis que je suis née en tant que ghoul. » Nico a répondu « Ton pouvoir est incroyable. Tu devrais en parler à tout le monde. » C'est à ce moment-là que Mo s'est souvenu de son enfance et de la façon dont ses amis s'étaient éloignés de lui parce qu'il n'était pas normal. Il a dit à Nico « Si je dis à tout le monde que je suis une ghoul, alors plus personne ne voudra jamais avoir affaire à moi. » À ce moment-là, une voiture entra dans la cour de l'école, pénétrant accidentellement dans le champ magique de Nico et s'envolant rapidement dans les airs. Lorsqu'elle sortit du champ magique, elle semblait sur le point de s'écraser au sol et de tuer tous ses occupants, mais au moment crucial, Mo intervint et sauva le véhicule. Tout le monde fut choqué par ce qu'il venait de voir et se demanda comment il avait fait. Nico était sur le point de leur dire qu'elle avait utilisé sa magie, mais Mo l'en empêcha en disant « En fait, je suis une ghoul. S'il vous plaît, ne m'évitez pas. » Il fut surpris lorsque tout le monde lui dit qu'il était incroyable, l'accueillant chaleureusement et impressionné par sa force. Mo était stupéfait et demanda « Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi ou ne m'évitez-vous pas ?» Ils ont répondu « Mec, on était en train de voler il y a à peine un instant, alors évidemment. » Il ne sera pas surpris d'apprendre que l'ami d'enfance de la sorcière est une ghoul. Mo se dit intérieurement que ses élèves étaient peut-être un peu dérangés, mais ce n'était pas grave. Tout s'est bien terminé et désormais, la sorcière et la ghoul n'étaient plus un secret. Après cela, leur classe est devenue la source d'histoires légendaires, mais tout le monde a réagi positivement envers eux et chacun voulait devenir ami avec Mo et Nico et créer du lien avec eux. Ensuite, on voit Maman Nico utiliser le livre de prophétie, criant malicieusement en disant qu'elle s'est habituée à cela agaçant. On apprend qu'elle utilise son pouvoir pour prédire ce qui va se passer et le livre commence par mentionner des chiffres qui correspondent à des mots sur certaines pages et lignes. En rassemblant ces mots, Maman Nico pourra prédire l'avenir. Lorsqu'elle termine sa lecture, elle découvre qu'un chien et des gouttes de pluie vont provoquer une catastrophe. Ensuite, on passe à Mo, qui prépare une tasse de café. Il mentionne à quel point il aime cette routine paisible, et même si sa tasse s'est cassée, il en a une nouvelle qui est très jolie. Il savoure ses moments tranquilles le week-end. Puis Nico se réveille. Elle essaie d'attirer l'attention de Mi, en pensant à quel point son pyjama est génial, mais il ne montre aucun intérêt, l'air complètement ailleurs. Nico se demande pourquoi il réagit comme ça. Elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose, mais il lui dit alors que ce n'est pas parce que c'est un jour férié qu'elle doit être paresseuse et qu'elle doit se changer tout de suite, ce qui va faire aller en disant qu'il est pire que sa mère. Il lui fait remarquer que tous ses vêtements se ressemblent, ce qui la choque. Elle rétorque que toutes ses tenues ont des formes différentes mais des détails similaires, ce qui fait qu'elles se ressemblent toujours. Elle remarque que les filles d'aujourd'hui sont toujours à la mode et lui montre un magazine avec de nouveaux styles, mais elle avoue qu'elle n'en a aucun. Ce n'est pas étonnant que Mi ait l'air désintéressée. Nico pense qu'elle doit faire plus d'efforts pour suivre les tendances actuelles, mais décide finalement d'utiliser la magie à la place. Elle lance un sort pour transformer les vêtements des images en vrais vêtements, mais comme les photos ne montrent que le devant, l'arrière des vêtements qui apparaissent est transparent. Nico ne sait pas quoi faire et pense qu'elle ne veut pas que Mi voie l'arrière, alors elle hésite. Finalement, elle décide de sortir et de lui montrer les nouveaux vêtements. Quand elle le fait, Mi est déconcertée par son comportement et elle lui demande de ne pas regarder, ce qui le surprend. Il ne comprend pas ce qui se passe. Nico prend une pose bizarre devant lui, comme si elle faisait de la lutte. Cela ne le dérange pas et il décide de se faire une autre tasse de café. Mais lorsqu'il se lève, elle l'accuse d'être un pervers, ce qui le laisse sous le choc.
Elle lui dit de ne pas bouger et il s'assoit, obéissant. Elle se déplace sur le côté jusqu'à se retrouver de nouveau devant lui, lui demandant ce qu'il en pense. Il ne comprend toujours pas et elle insiste pour qu'il ne la force pas à expliquer en détail. Elle lui demande ce qu'il pense de sa tenue et il répond qu'elle est jolie, qu'il ne savait pas qu'elle avait ce genre de vêtements. Puis il comprend qu'elle veut sortir et lui dit qu'elle s'est habillée pour cette raison, l'encourageant. Allons-y maintenant. Elle écrit, bien sûr que non. Comment peut-il s'attendre à ce qu'elle sorte habillée comme ça? Il ne comprend pas ce qui se passe, alors il lui demande ce qu'elle a dit. Il n'a rien dit d'étrange. Elle lui répond timidement que non, il n'a rien dit de bizarre, elle voulait juste qu'il voie la tenue. Il lui dit qu'elle est jolie, mais que ses vêtements habituels sont aussi beaux, confortables et simples. Il pense que les gens sont plus beaux dans les vêtements qu'ils aiment, ce qui choque et embarrasse Nico. Déterminée, elle se précipite pour se changer, mais elle oublie la partie transparente de sa tenue. Bo est surpris par ce qu'il voit et demande si c'est la mode en ce moment, ce à quoi Nico répond, bien sûr que non. Ne regarde juste pas. Elle se change alors et remet ses vêtements habituels, et il lui dit qu'ils sont beaux et confortables. Il fait battre son cœur plus vite. Nico se sent gêné, ne s'attendant pas à ce qu'il dise ça. Bo veut regarder sa tenue de plus près, et en s'approchant, il demande « De quelle époque viennent ces vêtements ?» Elle lui dit qu'elle ne sait pas, mais que tous ces vêtements appartenaient à sa grand-mère française, ce qui surprend Mo. Zafion qui savait qu'ils venaient du XXe siècle et qu'ils étaient précieux. Puis Nico comprend pourquoi le cœur de Mo battait la charmante quand elle portait cette tenue et lui dit que, bien sûr, son cœur bat aussi parce que ses vêtements sont de grande qualité et qu'on ne trouve plus de vêtements comme ça aujourd'hui. Cela contrarie Nico, et elle lui rappelle que ce manteau appartenait à Adolphe qui date des années 40. Nico exprime alors son étonnement envers lui. Son cœur s'emballe pour des vêtements vintage, n'est pas quand il l'a vu en tenue transparente. En réponse, Mo ne montre aucune réaction, disant que ses vêtements étaient transparents, mais qu'il n'a rien vu. Cela énerve Nico. Elle lui dit qu'ils vivent ensemble sous le même toit et qu'ils s'en fichent complètement, toujours assis tout seuls. Elle pense que depuis qu'elle est arrivée, il est comme mort parce que la maison est devenue bruyante. Mo admet que c'est en partie vrai, ce qui la choque, et elle décide de ne plus lui adresser la parole pour le reste de la journée. On dit que Mo a toujours vécu avec son père et que l'endroit était toujours calme, mais il a découvert que le bruit n'est pas forcément une mauvaise chose. Il continue en disant à Nico de porter les vêtements dans lesquels elle se sent à l'aise, que toutes les tenues sont appropriées et belles quand elles sont bien portées. Il s'est juste enthousiasmé parce qu'il pensait qu'ils avaient des goûts similaires en matière de vêtements. Il mentionne qu'il va préparer le dîner et manger dehors, ce qui rend Nico heureuse. Plus tard, des colis sont arrivés chez eux, tous pour Nico. Mo demande ce que sont toutes ces affaires et elle explique qu'il s'agit de quelques livres et mangas. Je remarque qu'un colis lui est adressé et Nico lui dit que c'est sûrement de la part de sa mère, ce qui le rend curieux. À l'intérieur du colis, il y avait une lettre et il a commencé à la lire. Il a appris que la mère de Nico vit désormais dans un village appelé Izumityo au Japon, car il y a eu des chasses aux sorcières et cette ville est devenue le nouveau refuge des sorcières. La mère de Nico a décidé de s'y installer parce que la divination demande beaucoup d'énergie magique et elle reste sur place pour augmenter cette puissance afin d'atteindre la prophétie complète et comprendre ce qui arrive à sa fille. C'est pourquoi elle demande à Mo de protéger sa fille pendant cette période. La mère de Nico dit qu'il l'a toujours aidé depuis qu'ils sont enfants, alors elle espère qu'il prendra bien soin de sa fille. Ensuite, Nico a voulu que Mo l'aide à porter les affaires, mais il lui a dit qu'elle devait prendre ses responsabilités et les déplacer elle-même. Cela lui a fait comprendre que le sens des responsabilités de Mo s'était accru après avoir lu la lettre de sa mère. Nico était sur le point d'utiliser la magie, mais Mo l'a averti de ne pas le faire à cause des effets secondaires qui surviennent lorsqu'il utilise des sorts, lui disant de ne pas utiliser la magie pour ça. Elle a répliqué qu'elle avait un sort qui n'avait aucun effet secondaire et a commencé à l'utiliser. Une fois qu'elle y terminait, une autre version de Nico est apparue, mais lorsque Mo a regardé, il a remarqué que Nico et sa copie étaient toutes les deux devenues plus petites. Quand Meko a essayé de soulever un colis, elle n'y est pas parvenue, alors elle a demandé à l'autre copie de l'aider, ce qui a rendu Mo encore plus en colère, s'exclamant qu'elle n'avait rien fait et que ce sort était un échec. Elles étaient deux, mais ne portaient qu'une seule boîte. Mo se dit qu'il devait surveiller les deux copies au lieu d'une seule, et cela l'a contrarié. Meko a alors eu l'idée de diviser les deux copies en deux autres pour qu'elle puisse terminer la tâche plus rapidement. En effet, il y avait maintenant 4 versions d'elle, mais elle ne pouvait toujours porter qu'une seule boîte, ce qui a rendu Mo encore plus furieux. Finalement, il a décidé de porter les colis lui-même, terminant la tâche rapidement. Les copies de Neko ont taquiné Mo, il a dit qu'elle devrait revenir à une seule version, mais elle lui a demandé d'attendre un instant. Il a accepté et a continué à lire ma lettre. Il arriva à la partie où la mère de Neko mentionne qu'elle a eu une nouvelle prophétie indiquant qu'un chien et des gouttes de pluie provoqueront une catastrophe. Soudain, Mo entendit Meko crier alors qu'un chien la poursuivait.
Il se précipita pour la sauver et se fit mordre à l'épaule en la protégeant. Il s'est avéré que le propriétaire du chien est arrivé et s'est excusé, expliquant que le chien s'était échappé. Mo a répondu avec colère que même s'il comprenait que cela pouvait arriver, si cela se reproduisait, il ne laisserait pas passer. Le chien et son propriétaire se sont enfuis, effrayés. Nico et sa copie se sont accrochés à Mo par peur et ils ont décidé de revenir à la version originale. Ensuite, Nico a commencé à s'excuser en pleurant, car tout ce qui s'était passé était de sa faute, ce qui avait fini par blesser Mo. Puis il a rassuré en lui disant qu'il allait bien. Plus tard, Nico est allé préparer un café pour Mo pendant qu'il voyait le sort que la mère de Nico avait envoyé. La lettre précisait que si le sceau sur le sort disparaissait, cela signifiait qu'une catastrophe s'était produite et que s'il ne disparaissait pas, la situation n'était qu'un problème ordinaire. Mo s'est mis à réfléchir à quel genre de catastrophe pouvait venir d'un chien et de gouttes de pluie, et il a commencé à regarder les informations pour vérifier la météo. En effet, à la tombée de la nuit, il s'est mis à pleuvoir et quelqu'un observait la maison de Mo depuis l'extérieur. Plus tard, Mo et Miko sont sortis acheter des haricots rouges, car c'était le moyen de redonner de l'énergie à Miko. Mo lui a demandé pourquoi elle était sortie par un temps pareil, et elle a répondu qu'elle n'avait pas le choix. Il aurait pu rester à la maison et de l'accompagner. Mo était sur le point de parler de la prophétie, mais il s'est avisé et a dit « Laisse tomber, rentrons à la maison ». Mo réfléchissait à un moyen de prévenir Miko à propos de la prophétie pour qu'elle soit plus prudente et qu'il puisse mieux la protéger, tandis qu'elle parlait d'anime, ce qui ne l'intéressait pas. Quand elle s'en est rendue compte, elle l'a réprimandé et lui a demandé de répéter ce qu'il venait de dire. Il s'est excusé et lui a demandé de lui raconter à nouveau. Elle a dit que l'anime parlait d'un chien, ce qui l'a choqué, et il l'a serré fort en demandant « Quel chien ?» Miko était agacé par ce qui venait de se passer, tandis que Mo ne pensait qu'à la façon de la protéger les jours de pluie. Il a alors demandé à Miko de venir sous son parapluie, ce qui l'a à la fois choqué et excité, et elle espérait que quelqu'un les verrait. Et effectivement, son amie Kara les a vus et a demandé pourquoi ils partageaient un parapluie. Est-ce qu'ils flirtaient? Elle voulait emmener Miko faire du shopping, mais Nico a refusé. Après cela, ils ont continué leur chemin et Nico a remarqué qu'ils ne rentraient pas à la maison. Elle a demandé s'ils allaient quelque part, et Mo a répondu que oui. Ils sont arrivés dans un endroit dégagé et Nico a cru que Mo allait lui avouer son amour, mais soudain, Mo s'est déplacé vers un autre coin du parapluie et a parlé fort, disant à la personne qui se cachait qu'elle n'était pas douée pour se cacher et de sortir. Cela a choqué Miko, qui a réalisé que quelqu'un les suivait. Elle pensait qu'il s'agissait d'un admirateur secret, mais Mo lui a assuré que ce n'était absolument pas le cas. Quand la personne est sortie, elle portait un masque de chien comme le personnage préféré de Nico dans son anime. Mo se souvint des paroles de la prophétie et devint anxieux quant à l'identité de cette personne. Soudain, cette personne attaqua Mo et une bagarre et quelqu'un. Mo remarque que la personne est rapide, mais il est encore plus fort et te gagner. Puis l'étrange individu sortit un bâton et utilisa une attaque de vent, projetant Mo au loin. À ce moment-là, Mo décida de libérer toute sa puissance et utilisa une puissante attaque de feu, mais cette attaque s'avéra être une feinte. Il attrapa l'étranger par derrière et déclara qu'il se fichait de le tuer, il voulait seulement connaître son identité. Lorsqu'il retira le masque, il révéla une personne étrange, mais Nico le reconnut immédiatement. Il s'appelait Tengu. Il y avait une expression de tristesse sur le visage, car Nico n'avait pas pu le reconnaître à son style de combat. Puis Nico présenta cette personne en disant qu'il s'appelait Tengu. Il se trouvait à l'endroit où il s'entraînait. C'est la Shokamo. Tengu, qui s'est ensuite excusé auprès de lui, expliquant qu'il testait la force et la capacité de Mo à protéger Nico. Il a également mentionné qu'il était venu ici pour protéger Nico lui aussi, affirmant être son gardien issu de l'espèce des cobras. Je suis son compagnon de l'espèce des cobras. Après cela, ils sont tous rentrés chez eux et Tengu était très heureux car il avait revu Nico après longtemps. Pendant ce temps, Mo semblait contrarié. Il a essayé de parler à Tengu et l'a appuyé plusieurs fois, mais Tengu l'a ignoré et n'a parlé qu'à Nico. Ils se remémoraient leurs souvenirs et comment ils s'étaient rencontrés dans les montagnes, lorsque le père de Tengu et celui de Nico étaient devenus amis. C'est à ce moment-là que Tengu et Nico ont facilement noué leur amitié et ont passé beaucoup de temps à jouer ensemble quand ils étaient enfants. Puis, Tengu s'est mis à parler de Nico d'une manière embarrassante, ce qui lui a fait rougir et lui a donné envie qu'il s'arrête. À ce moment-là, Moi est intervenu et a dit à Tengu « Tu n'as toujours pas parlé des choses importantes, comme ce qui t'a amené ici. » Cela a poussé Tengu à dire qu'il trouvait Moi ennuyeux et agaçant. Tengu a alors expliqué qu'il était là parce que Nico lui avait demandé, par le passé, d'être son gardien. À ce moment-là, Tengu avait fini son burger spécial et en voulait un autre, alors Moi s'est levé pour lui en chercher un autre. Après l'avoir terminé, il s'est approché de Tengu et le lui a lancé sur le front, ce qui a brûlé le front de Tengu alors qu'il criait « Moi, t'es aveugle ?» « Qu'est-ce que tu as fait ?» Moi a répondu avec thème. Ton front était tellement large que j'ai cru que c'était une assiette. Puis Moi lui a dit d'oublier ça et a demandé si, en tant que véritable gardien de Nico, pourquoi il se cachait. Tengu a répondu « Je ne parle pas aux monstres. »
Moi a alors dit, si tu ne parles pas, je vais te faire parler à ma façon. Tanguy a demandé nerveusement, comment tu vas faire ça? Moi s'est énervé et a demandé à Nico d'utiliser n'importe quel sort pour faire parler Tanguy. Nico a alors transformé le parapluie de Tanguy en une entité parlante pour révéler la vérité. Le parapluie a dit qu'autrefois, les monstres et les Tanguy étaient comme lui et l'eau, totalement incompatibles, mais que maintenant leur relation s'était un peu apaisée. Tanguy s'est énervée et a demandé à Nico ce qu'elle avait fait, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait utilisé un sort pour faire parler les objets inanimés. Moi compris alors ce qui se passait et dit à Tanguy, donc tu es hostile envers moi à cause de ça? C'est agaçant. C'est la première fois que j'en entends parler, mais mon père m'a déjà parlé de Tanguy, donc tu n'es pas un inconnu pour moi. Tanguy répondit avec colère, c'est bien ce que je veux dire. Les monstres, vous rabaissez toujours les Tanguy et vous ne vous souciez jamais d'eux. Moi le regarda froidement et Tanguy dit, arrête de me regarder avec ces yeux glaciaux ou je vais finir par pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, monstre? Pourquoi tu me traites comme ça? Les Tanguy souffrent et meurent toujours alors que les monstres s'en fichent complètement. Moi répondis, les raisons de ta haine sont dérisoires. On dirait que ton père t'a dit de ne jamais perdre contre qui que ce soit, parce que dans les contes de fées, ce sont toujours les monstres qui sont félicités. Même dans les animés, ça s'appelle des mansveillés, pourquoi ce n'est pas Tanguy Sueillé? Et je parie que ton père lisait beaucoup de mangas, parce que ce qu'il préférait, c'était voir des démons se faire découper, et son personnage préféré, c'était le démon. Tanguy ajouta alors que le saké qu'il boit s'appelle Monster Sueillé. Moi s'emporta et dit, j'en ai assez entendu sur ton père. Pourquoi me parler de quelqu'un qui adore lire des mangas où non tue des démons? Tout ça ne m'intéresse pas, dis-moi simplement pourquoi tu te cachais. Tanguy expliqua, je voulais accomplir quelque chose de bon, c'est-à-dire protéger Nico sans avoir besoin d'un monstre, parce que si j'y arrivais, toute la gloire me reviendrait et la réputation des Tanguy grimperait, et tous les monstres s'inclineraient devant nous. Moi répondit alors, donc, c'est pour ça que tu étais si préparé aujourd'hui, malgré la pluie. Puis Nico dit, tu m'as toujours protégé, même quand j'étais à l'école. Merci pour tout ce que tu as fait, quand. Il semble que quand était son vrai. Quand répondit, ne t'en fais pas. Je fais partie de la race des créatures gardiennes, de toute façon, et si le destin m'appelle, je répondrai. Puis le parapluie dit, ne te laisse pas berner par ces paroles. Je vais te révéler la véritable raison de ces actes. Damibu qui a réglé toutes ces bêtes et il lui doit une grosse somme d'argent. Quand rattrapa alors le parapluie, il lui ferma la bouche. Après cela, quand montra des signes de regret et commença à avouer la vérité, il avait dépensé tout son argent dans des jeux et des bêtises, et il avait emprunté de l'argent à tous ceux qu'il connaissait jusqu'à se retrouver submergé par les dettes. Il a essayé de s'enfuir, mais la mère de Nico est intervenue et a réglé ses dettes. C'est vraiment une femme exceptionnelle. À ce moment-là, Nico a dit qu'elle allait préparer l'été. Quand a alors sorti un morceau de papier et a dit à moi, puisque Nico n'est pas là, je veux que tu sois au courant de cette prophétie. Cette prophétie disait qu'il y avait un ennemi à l'école. Puis il a ajouté, si c'est un désastre, ce monsieur a un accident, a dit, il y a quelqu'un qui vise Nico. Quand a répondu, oui, c'est pour ça que je surveille Nico depuis la rentrée, et cela doit absolument rester secret pour elle. C'était sur ordre de Lady Ibuki. Si elle l'apprend, cela va perturber ses relations avec ses camarades et l'entraîner sur une mauvaise voie. Puis Nico est entré et quand lui a dit, comment peux-tu vivre avec un monstre pareil? Il a l'air grogneux et va gâcher la nourriture à force de froncer les sourcils. Il m'est capable de rien préparer. Wa répondit avec colère. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mangé tout ce que j'allais préparer. C'est tout ce qu'on avait. Tu n'as pas honte? Candy, pourquoi devrais-je avoir honte? C'est notre première rencontre, mais Nico et moi sommes amis d'enfance. Wa répliqua, n'es-tu assez chez moi en ce moment? Quand répondit, que importe. Nous sommes désormais des gardes du corps personnel et il faut qu'on discute de certaines choses. Moi répondit, un seul garde suffit. Va-t'en d'ici. Quand insista, mais je suis plus fort que toi. Moi répliqua alors, tu veux qu'on règle ça dehors? La tension commença à monter entre eux, mais Nico intervint et dit que les querelles et les mauvaises relations entre les Tanguy et les monstres appartenaient au passé et qu'aucun d'eux ne devait suivre le même chemin. Moi dit, mais il n'arrête pas de m'embêter. Quant au clan Tanguy, je m'en fiche complètement. Ils ne comptent pas pour moi et je ne leur accorde aucune importance. Quand se mit alors à pleurer et dit, je déteste tellement les monstres, avant de s'enfuir en courant. Nico en fut contrarié et demanda, pourquoi votre relation est-elle comme ça? Puis elle eut une idée. Elle allait jeter un sort sur la nourriture et si 2 personnes en mangeaient, elle deviendrait de proches amies. Après cela, Korompa, l'air triste et contrarié. Il commença à parler, mais Nico l'interrompit en disant, ne t'inquiète pas, c'est l'heure de manger. Allons-y, il n'y avait qu'une seule boîte de friandises, si tu choquais à moi et quand. Nico dit, pas de planque. Quand on essaya de manger, Nico lui dit d'attendre que moi mange en premier. Moi fus choqué et Nico lui dit, fais-moi confiance. En effet, moi a mangé les friandises. Après cela,
Il a essayé d'en donner à Miko mais elle a refusé. Moi était confus par ce qui se passait et lui a dit de donner les friandises à Kon. Pendant que Kon mangeait les friandises, moi a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Quand Kon a fini de manger, moi lui a dit « Tu es vraiment un chic type. » Il semblait que le sort était râpé car ensuite, moi a commencé à agir bizarrement et était nerveux, ne comprenant pas ce qui se passait, parce que moi montrait des signes ressemblant à ceux de l'amour, pas de la amitié. Miko a été choqué par le résultat, tandis que Kon essayait d'éloigner moi. Plus qu'on mangeait, plus moi se sentais étrange, voulant que Kon rapproche son épaule. Kon ne comprenait pas ce qui se passait et voulait que Nico l'aide. Naisel a dit, honnêtement, j'aimerais vous voir tous les gars rapprocher vos épaules. À ce moment-là, Kon a craqué et s'est mis à s'enfuir. En s'échappant, il a vu 2 enfants tristes parce que leur ballon était coincé dans un arbre. Il met ça aidé et a récupéré le ballon. Mais pendant cela, il a laissé tomber ses snacks. Quand l'un des enfants a essayé de le prévenir, Kon a dit « Ne t'inquiète pas, tu peux le prendre. » Après que les enfants mangeaient les snacks, ils ont fini comme Kon et moi, à vouloir se toucher l'épaule. Miko les cherchait, et quand elle les a trouvés, ils étaient tous en train de se toucher l'épaule. Ensuite, ils sont rentrés à la maison, et Nico essayait de s'excuser, car elle ne pensait pas que cela arriverait. Kon était en colère, mais Nico a dit qu'elle voulait juste qu'ils s'entendent bien. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Miko est allé ouvrir la porte, et soudain elle a crié. Moyer a couru vers elle rapidement, et quand ils l'ont regardée, elle avait mal, disant qu'après avoir ouvert la porte, elle était allée enfiler des vêtements que sa mère lui avait envoyés, et soudain la tenue est devenue trop serrée. Sorti de nulle part, quelqu'un avec des yeux est apparu et a commencé à parler, disant « Oh, fille de la sorcière, je t'ai enfin attrapée », ajoutant que l'ennemi pouvait utiliser la magie, ce qui l'a surpris. Quand il a essayé de s'approcher de Miko, la tenue s'est encore plus resserrée, et Miko souffrait. Le monstre a alors parlé, disant qu'il pouvait contrôler la taille et la rigidité de la tenue, et qu'il avait maintenant immobilisé les mains de Nico, l'empêchant d'utiliser le moindre sort. Elle était complètement sous son contrôle. Le monstre magique a alors kidnappé Miko et s'est envolé avec elle. Moyer a essayé de la suivre, mais Kon l'a calmé, lui disant de se détendre et lui demandant comment il comptait attraper quelqu'un qui pouvait voler. Il a dit d'attendre un peu et de lui laisser gérer la situation. Kon utilisa alors son pouvoir pour contrôler tous les corbeaux aux alentours. Il dit à Moyer que tous les corbeaux étaient ses amis et qu'il leur fournirait toutes les informations dont ils avaient besoin. Kon demanda ensuite à l'un des corbeaux s'il avait vu une fille voler, et le corbeau répondit par l'affirmative, puis se mit à voler dans sa direction. Moyer et Kon commencèrent à suivre les corbeaux pour retrouver Nico. Miko essaya de s'échapper du monstre, mais c'était inutile. Puis elle commença à dire qu'elle était sûre que Moyer viendrait la sauver, car chaque fois qu'elle avait des ennuis quelque part, Moyer la retrouvait toujours et la sauvait. De retour au présent, Amuri réussit à rejoindre Miko pendant que le monstre disait qu'il donnait l'énergie de Nico pour voler et qu'il ne pourrait pas le rattraper. Moyer demanda à Kon s'il pouvait voler puisqu'il faisait partie de la famille des corbeaux, mais Kon lui répondit qu'ils avaient perdu leurs ailes, tout comme les ghouls avaient perdu leurs cornes après plusieurs générations. Puis un parachute apparut, les réprimandant de l'avoir laissé derrière. Mais Kon lui dit d'arrêter, expliquant que Miko était en danger. Soudain, Moyen eut une idée et se souvint du moment où Kon avait utilisé son pouvoir et l'avait mis à terre. Il regarda quand il dit qu'ils devaient coopérer. En effet, ils commencèrent à coopérer et Amuri accueillit Miko. Le monstre prit alors une forme solide et dit à Moyen qu'il ne pouvait plus rien lui faire maintenant. Mais Moyen répondit que c'était exactement ce qu'il attendait. Il attaqua avec une véritable offensive, vainquit le monstre et réussit à sauver Nico. Cependant, ils allaient s'écraser au sol lorsque Kon utilisa à nouveau le pouvoir du vent et les sauva. Moyen tomba violemment et dit à Kon qu'il avait fait exprès. Mais ensuite, il se mit à regarder la tenue qui se transforma en tissu et il se demanda ce que le monstre voulait vraiment. Nico remercia Moyen en disant « Merci. Tu me sauves toujours de tous les problèmes que je cause. » Moyen répondit « Cette fois, ce n'était pas de ta faute et il va falloir qu'on soit prudent à partir de maintenant. » Puis Kon se pencha plus près et lui chuchota à l'oreille que ce monstre n'était pas la catastrophe, car lorsqu'ils regardèrent le papier avec le seau, ils virent que le seau était toujours intact, ce qui signifiait que ce monstre n'était pas la catastrophe et qu'il n'avait rien à voir non plus avec la prophétie de la pluie et du chien. Miko était contrarié, demandant si ces choses allaient se reproduire encore et encore. Moyen la rassura en disant « Ne t'inquiète pas, nous serons à tes côtés. Ne t'en fais pas pour quoi que ce soit. » Pendant qu'il parlait, Kon les surprit en annonçant qu'il allait emménager avec eux. Bien sûr, Moyen et Miko furent choqués. Puis il ajouta qu'il ne serait plus têtu, car c'était le plan initial, et qu'à partir de maintenant, ils devaient tous coopérer pour que tout se passe bien. Miko était ravi de cette nouvelle, mais Moyen était perplexe et demanda si c'est ça le plan principal ou est-ce que tu vivais.
Kon fut déconcerté par cette question et ne sut pas quoi répondre. Mais le parachute expliqua tout, disant qu'il avait vécu dans un appartement en location et qu'il avait dépensé tout son argent dans des divertissements et des bêtises, ce qui expliquait pourquoi il était accro d'argent. Moi, il dit, je le savais, tu es tombé accro d'argent et tu es venu t'imposer chez nous sans aucun plan. Qu'on essayait de se venger du parachute pour ce qu'il avait fait, tentant de l'arrêter. De son côté, Nico était contente et déclara qu'il commençait à bien s'entendre. Puis qu'on se mit à parler, disant que le problème entre les tendus et les Niglins venait de lui, car il avait grandi avec ce conflit, et que l'oublier prendrait du temps et demanderait beaucoup d'efforts d'adaptation. Mais pour l'instant, il devait gérer ce problème. Moyen déclara que pour lui, il n'y avait aucun problème et qu'il ne gardait aucune rancune. Puis Nico lui dit qu'il devait prendre soin de Kon, car il était travailleur, responsable et aussi un bon cuisinier qui faisait tout parfaitement. Donc, c'était quelqu'un de fiable et il n'avait besoin de personne pour s'occuper de lui, c'est pourquoi il pensait qu'il lui fallait quelqu'un comme Kon. Qu'on ne comprit pas l'allusion, et Nico se souvenait des événements passés au Moyen et qu'on aurait dit qu'il n'avait pas besoin d'amis. Elle a dit, vous êtes tous les deux seuls, et vous détestez l'admettre. Et je pense que ce sera une bonne occasion de changer ça. Mais ils continuaient à le nier également. Après cela, ils rentraient chez eux, ayant racheté quelques affaires et se disputant à leur sujet. Puis ils ont croisé les enfants que Kon avait bébés auparavant, et il semblait que Kon était devenu leur ami et avait gagné leur affection. Il semblait qu'ils n'étaient pas les seuls, car de nombreuses personnes ont commencé à parler à Kon, le remerciant de les avoir aidés. Il paraissait que Kon avait gagné beaucoup de popularité dans le quartier, parce qu'il était sympathique et avait de grandes compétences en communication. Plus tard, on les voit à la maison, où Kon et Moyen renforçaient leur lien en jouant aux cartes. On avait l'impression que tout se passait bien. Le lendemain, on voit que Neko est très impressionné par les dessins de manga de son ami Coco. La voix de Neko était si forte que le professeur a entendu le nom du manga, qui s'appelait Mirage Orun. Il semble que le professeur le connaissait aussi, car c'était un manga populaire parmi les lycéens qui maniaient des épées et combattaient des monstres. Le manga était célèbre pour ses personnages séduisants, son intrigue développée et ses combats. Neko disait que les garçons étaient très beaux. Après cela, ils ont commencé à complimenter le dessin de Coco, qui s'était beaucoup amélioré. La professeure écoutait la conversation des filles et a dit qu'elle avait suivi tous les dessins de ce manga parce que c'était l'un de ses passe-temps. Comment aurait-elle pu ne pas avoir entendu parler du dessin de Coco? Après que Coco a parlé et dit qu'elle avait 10 000 abonnés, la professeure a commencé à affiner sa recherche jusqu'à ce qu'elle la trouve. Il s'est avéré que la professeure était l'une des fans spéciales de Coco sur les réseaux sociaux, mais bien sûr, aucune ne le savait, car la vie d'Otaku est différente sur les réseaux sociaux et la plupart cachent leur vraie personnalité. Alors que la professeure était plongée dans ses pensées à propos du manga et de l'univers Otaku, les filles sont venues prendre de ses nouvelles, ce qui l'a surprise. Elle a dit qu'elle était venue récupérer des affaires qu'elle avait oubliées. Pendant qu'elle parlait, elle a aperçu le dessin de Coco qui a tout de suite attiré son attention, mais elle a caché sa réaction et a dit aux filles de rentrer vite chez elle. Ensuite, elle est partie. Sur le chemin, elle pensait à Coco et au fait qu'elle était son artiste préféré. Après cela, on voit la professeure assise seule, regardant le dessin de Coco et se disant que Coco avait beaucoup progressé et qu'elle le savait parce qu'elle la suivait depuis longtemps et faisait partie des premières fans de sa page. Elle était très fière de son élève, Coco, parce qu'elle avait beaucoup évolué et était sur la bonne voie, et elle a commencé à expliquer tous les détails de l'évolution du dessin de Coco. Elle a ensuite conclu que le plus important était l'interprétation des relations entre les personnages du dessin. Puis elle a commencé à expliquer les événements tristes qui étaient parisés entre les personnages du manga et les évolutions qui avaient eu lieu dans l'histoire. En raison du rythme rapide des événements, de leur évolution et de la force de l'intrigue, il y avait une grande base de fans et une forte interaction autour des événements du manga, surtout au chapitre 35, qui marquait le début du soulèvement de l'histoire, jusqu'à ce que les événements atteignent leur apogée au chapitre 57. Puis elle a commencé à se remémorer les détails du dessin de Coco, en disant que l'image comportait de nombreux détails passionnants et des dialogues entre les personnages, et elle a ajouté qu'elle n'avait jamais vu un dessin comme celui-ci et était certaine que beaucoup de gens allaient imiter le style de Coco dans un avenir proche. Alors qu'elle disait « Merci, Coco, d'avoir ravisé ma passion », Coco est apparu à côté d'elle, ce qui a surpris la professeure. Coco lui a alors dit qu'elle avait besoin de son aide pour quelques papiers, mais la professeure lui a répondu qu'elle ne pouvait pas faire cela et qu'elle était encore sous le choc du sujet du manga. Mais ensuite, elle a essayé de se ressaisir, a pris les papiers de Coco et a découvert des dessins ainsi que des nouvelles concernant le manga, ce qui l'a rendue encore plus impressionnée et elle a de nouveau tenté de dissimuler sa réaction. Elle a dit que ce dessin était bon, puis s'est rendu compte qu'elle devait mettre phare à la conversation pour ne pas se trahir. Puis, sans le vouloir, la professeure a demandé, nerveusement, si Coco aimait dessiner. Coco a explosé de joie et a répondu oui, avec enthousiasme, en ajoutant qu'elle était une otaku et qu'elle adorait les animés et les mangas. Ensuite,
Coco a posé la même question à la professeure, qui est devenue très nerveuse, s'est mise à crier et a affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec les mangas, les animés ou quoi que ce soit par rapport avec eux. Alors Coco lui a dit « Mais comment peux-tu dire ça alors que le premier jour de cours tu parlais d'animé ?» La professeure lui a répondu « Peut-être que j'ai lu un peu de manga. » Mais ce qui l'a encore plus trahi, ce sont les tonnes de mangas posés à côté d'elle que Coco a remarqué. Après cela, Coco a commencé à poser plus de questions à la professeure sur ce qu'elle aimait dans les mangas, et la professeure essayait d'hésiter la question, mais elle finissait par répondre, et Coco était enthousiaste, il changeait des réponses et expliquait les événements du manga en détail. Ensuite, Coco s'est rendu compte qu'elle devait s'arrêter et s'est excusée. Puis Coco a dit à la professeure qu'elle se souvenait de la raison principale pour laquelle elle était venue ici, à savoir que la professeure avait fait tomber la médaille au rang, ce qui a plongé la professeure dans un état de honte et de choc, car tout la trahissait. La professeure a essayé de le cacher à nouveau, mais Coco l'a arrêté et lui a dit « Pourquoi le caches-tu » Moi, par exemple, je n'en ai pas honte et je ne le cache pas, parce que je sais que révéler la vérité sur soi procure un sentiment de confort. Alors j'aimerais discuter davantage des dialogues du manga avec vous, professeur. La professeure a été impressionnée par Coco et ne savait pas quoi dire. Finalement, elle a cédé et a avoué qu'elle aimait aussi les mangas et qu'elle voulait en discuter davantage. Coco en a été ravie et a dit qu'elle s'y attendait. Ensuite, nous passons à Nico et Moi, qui étaient assis avec un élève qui semblait avoir des problèmes et voulait que Nico le rende aussi invisible que l'air, pour que personne ne le voie ni ne le remarque. Moi et Nico se sont opposés à cette demande et ont dit que ce que ce garçon voulait n'était pas juste. Boy voulait qu'il soit courageux et qu'il affronte ses peurs, car ce qu'il demandait s'appelait fuir, mais Nico les a interrompus en disant que les nouvelles sorcières deviennent de vraies sorcières en aidant les gens. Donc, si tel est le souhait de cet élève, elle veut le réaliser pour lui. Il s'est avéré qu'au final, tout ce qu'il voulait, c'était un sort pour devenir invisible quand il allait aux toilettes, ce qui a choqué Moi et Kwan. Zayler a essayé de leur expliquer qu'il était harcelé par qui allait souvent aux toilettes à l'école quand il était petit et que les garçons le harcelaient, ce qui le rendait très gêné. Vi, Kwan et Nico ont eu de la compassion pour lui et ont compris la situation. Ils parlaient de Nico et il semble qu'il l'avait oublié. Puis, soudainement, ils ont ressenti à nouveau sa présence et il s'est avéré qu'elle s'était jeté un sort pour devenir presque invisible et passer inaperçue. Elle a dit qu'elle allait aussi jeter ce sort sur l'élève. Ah. Elle l'a effectivement fait et il a cru qu'il était devenu invisible, mais ils lui ont dit qu'il était toujours visible. Nico lui a expliqué comment utiliser le sort, et quand il a fait ce qu'elle lui avait dit, il a réellement disparu à leurs yeux et a compris comment le sort fonctionnait correctement. Ensuite, ils sont allés en classe et Ara était très fatigué, il avait mal au ventre et il semblait que c'était le moment d'aller aux toilettes. Alors il a décidé d'utiliser le sort et Moi l'a encouragé, mais il y avait un problème, il ne savait pas si le sort fonctionnait ou non. Il a essayé de se lever de sa place et a fait du bruit, mais personne ne l'a remarqué. C'est alors qu'il a compris qu'il avait disparu et il a commencé à se faufiler pour aller aux toilettes. Il a réussi à quitter la salle de classe avec difficulté et pleurait de joie parce que le sort avait fonctionné. Mais après cela, il a été confronté à un problème. Le professeur de sport, doté de sens surnaturels, était sur le point de l'attraper grâce à son odorat. Moi est intervenu et l'a sauvé à la dernière seconde en distrayant le professeur, et Ara a réussi à aller aux toilettes. Mais il faisait face à un autre problème, il était incapable de baisser son pantalon, car s'il bougeait les mains, le sort prendrait fin et tout le monde remarquerait sa disparition. Ce qui l'a sauvé, c'est la sonnerie de fin de cours. Il a finalement réussi à aller aux toilettes et pensait que les autres élèves allaient l'intimider parce qu'ils avaient remarqué qu'il était aux toilettes, mais ils étaient devenus adultes et se sont excusés auprès de lui à la place. Après cela, Ara est allé voir Nico pour la remercier et lui a dit qu'il ne se sentirait plus gêné après ça et qu'il lèverait la main et irait aux toilettes normalement à l'avenir. Puis il s'est excusé auprès de Nico de lui avoir fait utiliser sa magie pour une chose aussi bête, mais elle lui a répondu qu'elle adorait aider les gens et que c'était ce qui coûtait le plus pour elle. Soudain, la pierre magique de Nico s'est mise à briller, ce qui indique qu'elle avait progressé en Ebaraha, et ils étaient tous ravis de cela. Ensuite, Nico a remercié Ara car il était la raison de son évolution et elle a dit qu'elle voulait continuer à écouter les préoccupations des gens et à les aider jusqu'à ce qu'elle progresse encore plus, et ils étaient tous heureux. Puis, une fois qu'il y a une étrange fille qui les observe du haut d'un arbre à l'extérieur de l'école. Après cela, ils sont sortis pour rentrer chez eux et Asha les observait. Pendant qu'ils marchaient, le professeur est apparu et il semblait avoir besoin d'aide. Ils l'ont donc accompagné jusqu'à sa voiture et il a expliqué qu'à chaque fois qu'il essayait de démarrer le moteur, Asha l'en empêchait. Alors moi a soulevé la voiture, Mesha s'est enfui de peur et le problème a été résolu. Le professeur et les élèves ont été impressionnés par sa force. Après cela, il s'est avéré que le chat était en fait la même fille qui les observait et elle s'appelait Mémo.
Elle fixait moi du regard en disant qu'elle voulait faire de lui son familier. Puis un des élèves lui a demandé si elle cherchait quelqu'un. Elle est alors devenue nerveuse et s'est enfuie. Ensuite, on passe à Coin, qui harcelait moi. Moi lui a dit, pourquoi tout ça? Tu es encore jaloux de moi ou quoi? Coin a essayé de nier cela et a dit qu'il était en colère parce que les gens comptaient sur moi. Alors moi était certain que Coin était jaloux de lui. Mais Nico se comportait bizarrement et il semblait qu'ils étaient jaloux de lui. Nico était frustré parce qu'elle voulait aider les gens comme moi. Puis Coin a remarqué la chatte et a essayé de la braguer, lui et Nico, mais elle s'éloignait d'eux, était en colère et se disait à elle-même que son objectif était moi parce qu'il était connu dans leur domaine pour avoir acquis des pouvoirs de chien à un jeune âge. Et ce fut un choc pour elle lorsqu'elle apprit qu'il était devenu le familier de Nico, car cela ne correspondait pas à la tradition, et elle pensait que Nico avait triché pour le rendre sien. Elle était très jalouse de Nico, mais cette fille était aussi très triste parce qu'elle était très timide et ne pouvait pas parler aux garçons. Elle se blâmait pour cela, se disant qu'elle était une personne sombre et qu'elle devrait peut-être rentrer chez elle, mais elle décida de ne pas abandonner et affirma qu'elle allait changer et ferait de moi son familier jusqu'à ce que sa mère la reconnaisse comme membre de la famille d'élite. Après cela, une fois que Nemo les a suivis jusqu'à la maison, est entré avec eux et s'est assis à côté de moi. Nico essayait de la braguer et la toucher, ce qui lui a donné la chair de poule et elle s'est enfuie. Coin a essayé de la braguer aussi, mais elle s'est enfuie de lui également et s'est soudainement retrouvée debout sur les pieds de moi, ressentant un battement dans son cœur. Puis moi a dit qu'il avait beaucoup d'expérience dans l'élevage des chats et qu'il adorait ça, donc il allait montrer à Coin et Nico comment s'occuper du chat. Il a effectivement commencé à caresser Nemo doucement et elle s'est sentie à l'aise, n'a pas été dérangée par l'approche ou le toucher de moi, et s'est complètement détendue, se disant que c'était la première fois qu'elle ressentait cette sensation. Nico et Coin étaient jaloux de moi parce qu'il arrivait même à apprivoiser le chat, tandis que Nemo était totalement détendu, se sentait à l'aise et rassuré. Elle se rappela que les ancêtres des ghouls étaient des tigres, alors elle essayait de s'échapper de moi, mais elle n'y arrivait pas car elle était complètement détendue. Pourtant, elle devait absolument s'éloigner de sa main, car si elle s'endormait, le sort de déguisement prendrait fin et elle reprendrait sa forme humaine, ce qui les amènerait à la découvrir. Mais elle n'avait plus aucune force, jusqu'à ce qu'elle s'endorme, se transforme en humaine, et que tout le monde soit choqué par cela. Mais la surprise fut qu'ils étaient choqués parce que Coin avait terminé sa série de jeux et n'avait même pas remarqué la transformation de Nemo en humaine. Ensuite, Nemo se faufilait et a réussi à s'échapper, mais moi a dit qu'il sentait qu'il arroserait bientôt. Puis, on voit Nemo, épuisé par sa fuite, qui dit que la prochaine fois qu'elle verra moi, elle fera de lui son familier. Nous voyons Nico utiliser sa magie pour faire avouer à une fille son amour à son petit ami, mais Nico la prévient que ce qu'elle a maintenant n'est qu'un charme et qu'il n'y a aucune garantie que cela fonctionne. La fille est très heureuse et dit qu'elle se fiche de la garantie. L'important, c'est que tu sois une vraie sorcière et ça me rend optimiste avant de partir. Après son départ, Nico commence à réfléchir. À ce moment-là, on voit quelqu'un derrière Nico qui a tout vu. Puis la scène change. Le lendemain, Moya demande soudainement à Nico combien elle pèse. Nico entend cela et panique, lui demandant pourquoi il pose cette question. Moya commence à expliquer que c'est important parce que ton poids doit correspondre à ta taille et que c'est bon pour la santé. Et comme je suis ton tuteur, ça fait partie de mes responsabilités. En entendant cela, Nico lui dit qu'on ne peut pas demander à une fille combien elle pèse, ce qui laisse Moya perplexe. Il promet d'être plus prudent avec ses questions à l'avenir. Puis Nico remarque que toutes les filles portent leur attention sur Moya et elle commence à se sentir jalouse parce que sa popularité augmente, ce qui pourrait représenter une menace pour elle. La scène se déplace chez eux, où Moya s'entraîne à attraper des feuilles qui tombent les yeux fermés. Nico est très surprise qu'il puisse attraper les feuilles avec autant d'habileté sans les voir. Moya lui explique qu'avec cet entraînement, il améliore ses capacités sensorielles. Nico aimerait que ses autres sens soient aussi aiguisés, mais Moya ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Kenshi, qui écoute leur conversation, commence à demander à Nico le soir s'ils sortent ensemble, ce qui choque Nico. Kenshi dit que ses sentiments sont très clairs donc il les a forcément remarqués, mais en ce qui concerne Moya, Nico dit qu'il faut avouer que c'est quelqu'un de bizarre. Ils ont passé tout ce temps ensemble et pourtant il est toujours le même. Chaque jour, il se réveille, boit son café et suit sa routine habituelle. Cela pousse Kenshi à suggérer que Nico aide Moya en lui donnant quelques indices, puis il voit une publicité pour un shampoing à la télévision avec une fille qui danse en faisant virevolter ses cheveux. Kenshi a guibé. Le lendemain à l'école, Kenshi commence à expliquer son plan. Nico devra agiter ses cheveux devant Moya pendant la pause déjeuner. Kenshi utilisera sa magie de l'air pour faire flotter les cheveux de Nico. De cette façon, Nico paraîtra plus attirante. Ensuite, on voit la scène de la pause déjeuner où Nico et Kenshi sont cachés et attendent Moya. Quand Moya arrive,
Nico commence à faire des signes à Kenshi. D'un coup de vent, Nico entre. Lorsque Moya la voit, il est stupéfait et dit « Pourquoi y a-t-il du vent, même si ses yeux restent vides ?» Après l'avoir vu les yeux de Moya, Nico commence à faire encore plus de signes pour renforcer le vent. De l'autre côté, Kenshi est très enthousiaste et comprend parfaitement les signaux, ce qui intensifie le vent au point que Nico commence à flotter comme un fantôme, ce qui alarme Moya qui se demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Nico demande si elle est belle. Soudain, leur professeur entre, l'air inquiet en voyant Nico dans cet état, mais grâce au vent violent, les feuilles de mesure des filles s'envolent dans les airs. Quand les filles entendent cela, elles prennent peur. À ce moment-là, Moya saute et ramasse toutes les feuilles sans les regarder, ce qui fait que les filles l'admirent et sont encore plus attirées par lui. D'un autre côté, le plan de Nico échoue complètement. Même en rentrant à la maison, toutes les filles disent au revoir à Moya, ce qui rend Nico encore plus jalouse. Elle lui dit qu'il est devenu plus populaire auprès des gens et qu'il doit sûrement en être content. Moya répond qu'il s'en fiche parce qu'il est concentré uniquement sur ses objectifs et son entraînement depuis l'enfance, c'est pourquoi il n'a pas beaucoup d'amis, ce qui soulage Nico d'entendre cela. Puis la scène se déplace au lendemain, où quelqu'un vient voir Nico pour lui parler. Quand elle en parle à ses amis, elle panique car elle se rend compte qu'il veut sûrement lui avouer son amour et qu'il veut la voir pendant la pause déjeuner. Mais Nico ne pense pas qu'il va se passer quoi que ce soit de ce genre. Quand elle entend ses amis insister que ça va forcément arriver parce qu'elle est devenue la coqueluche du moment, étant une sorcière, gentille et belle en plus, elle commence à parler de rumeurs concernant une sortie scolaire. Il y a un arbre pour les amoureux, et si un couple déjeune là-bas, ils resteront ensemble pour toujours. Quand Meko entend ça, elle commence à rougir, tandis que Kara se sent mal parce qu'elle voudrait avoir un petit ami. Pendant ce temps, on voit Kenshi écouter tout ce qui se dit depuis le haut de l'arbre. De retour à la maison, Kashi dit à Meko qu'elle doit avouer ses sentiments à Moya pendant la sortie scolaire. En entendant cela, Nico s'effondre et refuse, mais Kenshi la gronde en disant qu'elle aide tout le monde sauf elle-même. Nico rétorque qu'elle a l'impression que Moya ne s'intéresse pas à une fille comme elle, qu'elle met pour lui qu'une personne familière. Alors il faudrait peut-être mieux se concentrer sur le fait de devenir une sorcière digne de ce nom. Mais après avoir entendu ces bêtises, Kashi se fâche et commence à lui crier dessus. Il lui dit d'arrêter de se mentir à elle-même, qu'elle l'aime et qu'elle ne pourra pas fuir ça bien longtemps. Puis Nico commence à expliquer, tout en s'effondrant, ce qu'elle a ressenti la dernière fois qu'elle a croisé le regard froid de Moya. Elle a compris qu'il ne s'intéressait pas du tout à elle. Quand elle plonge son regard dans le sien, on dirait même que la lumière ne s'y reflète pas. En entendant cela, Kenshi est également d'accord. Je lui explique que lorsqu'il a demandé à Moya ce qu'il ressentait pour Miko, il a répondu qu'il la considérait comme une sœur et une personne proche, et que c'était son devoir de la protéger sans éprouver de sentiments, car les émotions pourraient compliquer sa protection. En entendant cela, Nico s'effondre parce que Kenshi a demandé à Moya ce qu'il ressentait pour elle. Kenshi précise que protéger Miko est le travail et la responsabilité de Moya, c'est pourquoi il lui cache ses véritables sentiments. Mais Nico ne prend pas ses commentaires au sérieux. Le lendemain, on assiste à la scène de la sortie scolaire, où Nico raconte à Moya qu'un garçon l'a invité sous l'arbre de l'amour. Même en entendant cela, Moya ne montre aucune réaction. Il se contente de dire « D'accord, pas de problème. Pendant ce moment-là, je ne t'offrirai aucune protection. » En entendant cela, Nico est déconcerté. Elle lui demande « Ça ne te dérange pas qu'un autre garçon me déclare sa femme ?» Il lui répond que non, et ajoute même qu'il serait content pour essayer de trouver un nouveau petit ami. Il pense que c'est génial qu'elle profite de sa vie scolaire comme une élève ordinaire et non comme une sorcière. Nico répond que c'est parce que plus personne ne l'embête, puis elle s'éloigne. Alors que Nico s'éloigne, on peut voir que Moya a l'air un peu contrariée. Vient ensuite l'heure du déjeuner, où Moya aperçoit un sac avec un logo célèbre et se montre intrigué. Il s'approche du propriétaire du sac et découvre qu'il appartenait à un groupe célèbre. Il semble que Mui soit lui aussi un grand fan de ce groupe. Comme les goûts de Mui correspondent beaucoup à ceux d'un autre garçon nommé Tagami, ils deviennent indirectement amis. Après leur discussion, Mui s'en va pendant que Nico l'observe de loin. Elle s'approche de Mine, comme il ne la reconnaît pas, et se présente. Pendant ce temps, on voit Nico réfléchir à la façon de rejeter poliment le garçon alors qu'elle se dirige vers un arbre. Lorsqu'elle arrive, elle découvre qu'une foule nombreuse s'est rassemblée et que l'endroit est très bondé. Les hommes tiennent des pancartes avec les noms de leurs idoles préférées. Quand Meko aperçoit son nom sur l'une de ces pancartes, elle se rend compte que plusieurs personnes sont venues la voir, ainsi qu'un garçon nommé Ishi. Neko pensait que tous ces garçons étaient ses fans, mais en réalité, tout le monde est venu pour obtenir un porte-bonheur d'amour. Lorsqu'elle voit cela, la panique s'empare d'elle. Elle commence à dire que les rumeurs qu'ils ont entendues ne sont pas vraies. Cependant, les rumeurs se sont tellement répandues que les gens ont fini par croire qu'elle pouvait utiliser le porte-bonheur pour attirer n'importe qui. Quand Meko entend cela,
Elle est encore plus effrayée et commence à s'enfuir, mais tout le monde la poursuit. Pour s'échapper, Nico utilise sa magie pour rétrécir et s'envole ensuite. En volant, elle percute quelqu'un atterri dans sa poche. Mais qui cela pourrait-il être d'autre que Mui? Une fois que Nico reprend ses esprits, elle remarque une fille qui veut avouer son amour à Mui, mais Mui ne réagit pas du tout. Il commence à dire qu'il ne la connaît pas, mais elle lui répond qu'elle l'a vue plusieurs fois à la gare en train d'aider de nombreuses personnes âgées. Pourtant, même avec cela, Mui n'éprouve aucun sentiment pour elle. Il fait cela parce qu'il ne la connaît pas. Quand Nico entend cela, elle est très heureuse. Cependant, elle pense qu'il ne devrait pas dire ça directement à la fille pour ne pas la blesser. Mais après l'avoir entendu ces paroles, cette fille commence à trouver Mui encore plus attirant parce qu'il a été honnête. Elle commence à lui poser des questions. « As-tu une petite amie? Est-ce que tu aimes quelqu'un? » Oui, répond qu'il n'a personne comme ça. Quand Nico entend cela, elle se sent vraiment mal. Mais ensuite, Mui lui dit qu'il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour lui. Quand Nico entend cela, elle comprend qu'il parle d'elle. Elle commence à devenir timide. Puis la fille demande s'il y a eu un moment dans le passé qui lui a fait ressentir de l'amour pour cette personne. En entendant cela, Nico se souvient du moment où elle a commencé à aimer Mui. Une fois une scène du passé où Nico pleure sur les marches du jardin et Mui est avec elle, la réconfortant parce que son père prévoyait de la quitter puisqu'il n'était pas d'accord avec sa mère. Nico aimait beaucoup sa famille. Ensuite, elle se rappelle le moment qui a causé des problèmes familiaux lorsque Nico n'a pas pu contrôler sa magie et a détruit la moitié de leur maison. Mui a été témoin de cela et a été très surpris. Nico commence à pleurer et leur dit que les gens la détestent à cause de ses pouvoirs. Même son père allait l'abandonner. Mais à ce moment-là, Mui la prend soudainement dans ses bras et lui dit qu'il est là pour elle. Quand Nico entend cela, elle se sent à la fois très timide et heureuse. À partir de ce moment-là, elle a commencé à aimer Mui et la remercier de l'avoir réconforté. Mais ensuite, Mui dit qu'il a aussi un souvenir dont il se rappelle, puis il s'en va. Nico se rend compte que sa magie va bientôt s'estomper. Si elle ne part pas de là, elle va retrouver sa taille normale et la situation deviendra problématique. Alors elle essaie rapidement de s'échapper et s'envole. Cependant, le vent souffle contre elle et elle tombe de son balai, retrouvant sa taille normale et commence à chuter. Quand Mui la voit tomber, il est choqué et la rattrape immédiatement. Une étincelle d'amour renaît entre eux et il lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Nico répond qu'elle pratiquait sa magie. Pendant ce temps, Kenshi observe leur moment romantique à distance, perché dans un arbre. Mais soudain, un vieil homme arrive et ordonne à Kenshi de descendre de l'arbre. Kenshi s'excuse et dit au vieil homme que s'il veut grimper quelque chose, il devrait grimper ses rêves pour atteindre un endroit plus élevé. L'homme demande alors à Kenshi ce qu'il fait là, et Kenshi explique qu'il y avait beaucoup de couples sous l'arbre, alors il s'est senti étouffé et s'est éloigné d'eux. Quand le vieil homme entend cela, il commence à parler des rumeurs qui continuent de circuler largement, mais il précise que l'arbre n'est pas le véritable arbre de l'amour. En entendant cela, Kenshi est stupéfait. Mais soudain, une vieille femme arrive et s'adresse au vieil homme, discutant de la façon dont cette rumeur a commencé. Puis l'homme désigne le véritable arbre de l'amour et dit que si un couple mange de la nourriture de l'amour en dessous, ils se marieront et vivront ensemble pour toujours. Kenshi rit malicieusement, semblant avoir une idée. Deux filles arrivent alors et demandent où est Nico, mais il leur répond qu'il ne sait pas et leur propose d'aller déjeuner avec lui sous l'arbre des amoureux. Nico était en train d'enregistrer une vidéo avec Kan et Nico était très timide, mais il ne se passait rien de spécial. Il voulait juste chanter une chanson. Une fois la chanson commencée, Emily est arrivée et s'est mis à leur crier dessus parce qu'il était tard et qu'il voulait dormir. On apprend qu'ils faisaient tout cela pour mettre la vidéo sur YouTube. Ensuite, ils ont expliqué à Emily qu'ils avaient ouvert une chaîne YouTube et pensaient pouvoir gagner de l'argent facilement grâce à ça, mais Emily les a traités d'idiots, disant qu'on ne pouvait pas devenir célèbre aussi facilement. Cependant, ils étaient extrêmement confiants, ne pensant qu'à gagner de l'argent. Emily a demandé qui était l'imbécile qui leur avait raconté ça, et ils ont mentionné leur professeur, AI, sur YouTube, dont ils tenaient toutes ces informations. Emily a dit que, quand il avait vu ce professeur, il avait l'air d'un idiot. Après cela, il a vérifié leur chaîne, qui avait très peu d'abonnés. Il n'avait d'ailleurs aucune vue. Même la miniature qu'ils avaient mise n'était pas attirante. Ensuite, il a commencé à regarder leurs vidéos, qui étaient horribles et vraiment mauvaises. Quand a filmé la vidéo sous un mauvais angle, donc on ne voyait pas clairement le jeu. En même temps, il a raconté n'importe quoi de façon excessive. Pendant ce temps, Nico dansait sur des chansons pour enfants, ce qui était super gênant pour Emily et il n'a pas pu continuer à regarder. Après ça, il a regardé une vidéo d'unboxing où il galérait à ouvrir une boîte pour une raison inconnue. Après avoir vu tout ça, Emily a commencé à perdre patience. Il leur a dit que s'il continuait à poster des vidéos comme ça, il ne gagnerait jamais d'argent. Pour attirer des spectateurs sur leurs vidéos, il devait faire quelque chose de spécial qui donnerait envie aux gens de les apprécier.
Ensuite, il a commencé à lire les commentaires écrits par leurs camarades de classe. Il y avait un gamin mais arraché dans leur classe qui les critiquait dans les commentaires, ce qui a mis Caen en colère. Une autre personne disait que leur idée n'était pas du tout originale. C'était aussi du n'importe quoi. Après avoir vu tout ça, Ennui leur a conseillé de publier du contenu qui met en avant leurs talents et leurs particularités, mais Nico répétait qu'il n'avait aucun talent. Quand a suggéré d'utiliser leur charme. En entendant cela, Ennui s'est énervé et a dit que ça n'arriverait absolument pas, mais il leur a dit que s'ils étaient vraiment sérieux à propos de la publication de vidéos, ils pouvaient parler à quelqu'un pour eux. Ensuite, on s'est retrouvé à l'école où il parlait à Mogami, que l'ami avait rencontré pendant le voyage. Même s'ils n'étaient pas de bons amis, ils ont réussi à discuter ensemble. Puis Mogami a commencé à les mettre un peu mal à l'aise en leur disant que même s'ils regardaient ses vidéos, ils ne comprendraient rien parce que ses vidéos sont variées et qu'il fait parfois des critiques de films. Après cela, il s'est qualifié lui-même de personne bizarre. Après avoir entendu tout ce qu'il avait dit, quand s'est énervé, Mogami ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à parler longuement de la façon de faire des vidéos. Quand tapait du pied de frustration, Mogami a dit qu'après l'avoir fait beaucoup d'erreurs, il avait beaucoup appris. Après l'avoir écouté, Caen a perdu la tête, s'est mis à crier sur Mogami, lui a tiré les cheveux et a exigé de voir ses vidéos immédiatement, ce qui a contrarié Mogami à cause de la façon d'agir de Caen. Après toutes ces bêtises, enfin, le sujet principal est arrivé et Mogami leur a montré sa chaîne. Il n'y avait rien de spécial, puisqu'il n'avait que 83 abonnés. Après cela, ils ont commencé à regarder les vidéos de Mogami, qui étaient visuellement impressionnantes et filmées sous de superbes angles. Mais en même temps, Mogami parlait sans arrêt de films et de réalisateurs, donnant la moitié du temps plein de détails hors sujet, au point que Caen a accéléré la vidéo et s'est vraiment énervé parce qu'il n'était pas convaincu. Malgré tout cela, Emily a été convaincu par les vidéos et a fait l'éloge de la chaîne de Mogami, disant à Caen et Nico que la chaîne de Mogami était meilleure que la leur, qui n'avait rien de spécial, et Emily a demandé à Mogami d'apprendre à ces deux idiots comment améliorer leur contenu. Ils ont ensuite regardé une vidéo populaire de Mogami où il programmait un jeu. Cependant, les gens le harcelaient dans les commentaires parce que le jeu était une blague. En plus, Mogami n'arrêtait pas de parler de façon incohérente. Mais à ce moment-là, Emily a eu une idée. Ensuite, nous sommes allés chez Emily où il a amené Mogami et son matériel pour tourner une nouvelle vidéo. Mogami leur a offert des cadeaux que lui seul comprenait, ce qui les a surpris. Ils ont décidé de commencer à filmer une vidéo où Nico apparaîtrait en train de jouer et Annie a apporté le fond vert, ce qui leur a fait comprendre que Annie prenait ça au sérieux. Mais même si la vidéo portait sur les jeux, qu'il n'y aurait pas de rôle, et Annie a dit à Caen de s'écarter. Ensuite, on voit Elui et Mogami en train de monter la vidéo, et après de longues heures de travail et de montage, la vidéo était vraiment réussie. C'était un commentaire de Nico sur un jeu, rempli d'émotions et de sarcasme. Finalement, la vidéo a été mise en ligne sur YouTube. Emily et Mogami ont fait un travail incroyable sur le montage, à tel point que Nico a trouvé la vidéo excellente. La vidéo a dépassé les 5000 vues et les gens ont vraiment adoré. Cela a poussé quand Nico a remercié Emily, qui avait l'air visiblement épuisée. Puis Emily a commencé à expliquer que s'ils utilisaient les points forts de chacun, ils pourraient faire des vidéos géniales, comme l'expertise de Mogami, la voix de Caen et le charme de Nico. Après cela, Nico est devenu extrêmement heureux. Ils ont alors commencé à réaliser d'autres vidéos magnifiques qui ont très bien marché. Mais après quelques jours, Emily a demandé quelle vidéo ils allaient tourner aujourd'hui, mais, de façon surprenante, Nico s'est senti ennuyé et quand a ressenti la même chose, ce qui a mis Emily en colère. Il a dit qu'ils étaient du genre à seulement copier les autres et à ne pas tenir sur la durée. Ainsi, leur rêve de devenir des youtubeurs célèbres a pris fin. Quelques jours plus tard, on voit une scène à l'école où Suzuka vient voir Nico pour lui dire qu'aujourd'hui, c'est à Nico de noter les détails de la classe. Nico pense en elle-même que Suzuka est vraiment belle, à l'intérieur comme à l'extérieur, et qu'elle vient aussi d'une famille prestigieuse. Elle aimerait pouvoir être comme elle pour que moyenne. Cependant, lorsque Nico regarde le cahier, elle découvre que l'écriture de Suzuka est affreuse. Ensuite, on voit Suzuka parler d'elle-même, disant qu'elle n'arrive jamais à rien faire correctement. Même si elle sait tout, elle n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Elle mentionne que sa grand-mère lui a tout appris, mais chaque fois que Suzuka essaie quelque chose, ça tourne mal automatiquement. Même la plante dont elle s'occupait avait l'air comme si quelqu'un lui avait jeté un sort. Elle a même râpé la nourriture et Nico a dit que le plat avait l'air bon et que le poulet semblait délicieux. Mais il s'est avéré que ce qu'elles avaient mangé n'était pas du poulet, ce qui a choqué Moye et Nico. Soudain, Suzuka demande à Nico d'utiliser sa magie pour lui donner toutes les compétences dont elle a besoin. En échange, elle lui donnera de l'argent. Mais Nico dit que ces sorts ne sont pas permanents, ce à quoi Suzuka répond qu'un sort temporaire lui suffit, car elle doit réussir l'épreuve de la cérémonie du queue de sa grand-mère. Si elle échoue, elle devra étudier tout le temps. Après avoir entendu cela, elle commence à réfléchir, car l'épreuve sera très difficile.
Nico dit qu'elle n'a pas de sort qui rend quelqu'un compétent, mais elle a une autre idée. Elle demande alors à Moyer et Shizuka de tendre les mains en avant, puis elle lance un sort. Une fois que tout ce que fait Moyer, Shizuka le reproduit automatiquement, ce qui les laisse sous le choc. Nico leur dit qu'elle lancera un sort sur leur corps entièrement le jour de l'examen, avec l'aide de Moyer, qui réussira l'épreuve depuis une autre pièce. Shizuka pourra ainsi réussir elle aussi. Moyer leur avoue alors qu'il n'a aucune connaissance sur l'épreuve de la cérémonie du thé, mais il semble qu'il doit finalement accepter. Après cela, il commence à apprendre tout ce qu'il peut sur la cérémonie du thé avec assiduité. Nous le voyons ensuite, la veille de l'examen, alors qu'il se prépare, ce qui pousse Kan à dire que Moyer prend les choses très au sérieux. Ten avait décidé de les aider en utilisant des lunettes équipées d'une caméra, ce qui permettrait à Moyer de voir tout ce qui se passe dans l'autre pièce. Mais soudain, Shizuka fait irruption, terrifiée, leur annonçant que sa grand-mère a changé son emploi du temps et que l'épreuve aura lieu aujourd'hui, ce qui les laisse sous le choc. Après cela, ils sont obligés de s'asseoir sans avoir pu s'entraîner. Moyer prépare une installation synchronisée pour les deux côtés, tandis que la grand-mère de Shizuka déclare que Shizuka doit réussir afin de ne pas faire honte à la famille. Si elle échoue, il lui arrivera de mauvaises choses. Mais Shizuka ne répond rien. À ce moment-là, Nico dit à Moyer qu'il doit répondre à la place de Shizuka. Cela laisse Moyer sous le choc, qui demande « Nos bouches sont synchronisées aussi ?» À ce moment-là, Shizuka crie exactement la même chose. En voyant cela, la grand-mère reste stupéfaite et commence à gronder Shizuka, disant qu'elle est une fille réfléchie et que les choses étaient plus strictes à son époque. Moyer est nerveux, pensant que c'est vraiment difficile sans entraînement. Et puis il commence à répondre à chaque question par « Oui, mamie », sans réfléchir. Quand la grand-mère a demandé « Je t'ai dérangé », Moyer a répondu « Oui, mamie », sans réfléchir non plus, ce qui a mis la grand-mère en colère. Elle déclara que l'épreuve allait commencer immédiatement. Moyer et Shizuka se préparèrent enfin à débuter l'épreuve, Moyer suivant toutes les étapes qu'il avait apprises. La première étape consistait à ouvrir la porte, mais Moyer n'arrivait pas à glisser sa main dans la poignée et se contentait de frapper à la porte, produisant un bruit qui fit croire à la grand-mère qu'il y avait un chat. Plus le bruit était fort, plus elle devenait anxieuse. À ce moment-là, la porte s'ouvre brusquement au lieu de s'ouvrir doucement. Ensuite, il est temps de passer la porte et ils doivent utiliser la force de leurs mains pour sauter par-dessus l'éventail en papier et entrer dans la pièce. Malheureusement, à cause de la force de Moyer, Shizuka saute trop fort, ce qui la fait ressembler à une grenouille et tout le monde est stupéfait par ce qui se passe. La grand-mère aussi est choquée. Mais Shizuka termine tout de même l'étape. Puis, pour la troisième étape, qui consiste à présenter des sucreries, c'est la personne elle-même qui doit goûter les friandises. Moyer commence à exécuter les étapes. Il les méprise déjà, mais il n'a pas de sucreries comme Shizuka, alors Kan place un morceau de biscuit devant lui que Moyer prend, mâche et avale. Mais le corps de Shizuka n'a pas supporté cela et elle a recraché la sucrerie sur la grand-mère. Moyer affichait des expressions choquées, tandis que Shizuka faisait de même, laissant la grand-mère stupéfaite. Vient ensuite la quatrième étape, qui consiste à boire du thé, et Moyer l'avait pédalement méprisé. Mais à cause de la différence de taille entre lui et Shizuka a bu le thé de façon exagérée, laissant une trace sur sa bouche. Puis est venue l'étape suivante et Shizuka a échoué, ce qui a fortement irrité la grand-mère. Elle a réprimandé Shizuka en disant qu'elle n'avait pas compris le concept et l'intention derrière ses leçons, c'est pourquoi elle avait échoué. Soudain, une guêpe géante est apparue, surprenant Moyer et la grand-mère qui avait peur de ce genre de créature et a commencé à paniquer. Tout à coup, Moyer a utilisé son habileté et a réussi à attraper la guêpe, ce qui a poussé la grand-mère à dire que ce qu'elle venait de voir était la meilleure performance et a décidé que Shizuka avait réussi l'épreuve. Après cela, Shizuka s'est assise avec Moyer et Miko, très heureuse, leur racontant ce que sa grand-mère avait dit et que celle-ci avait mentionné que les espoirs de la famille reposaient désormais sur Shizuka parce qu'elle avait été impressionnée par ce qu'elle avait accompli. Shizuka a alors dit qu'elle avait un autre test et a suggéré que Moyer l'aide, ce à quoi il a catégoriquement refusé. Kan suppliait Moyer de le laisser rester à la maison ce mois-ci sans payer de loyer parce qu'il n'avait pas d'argent en ce moment et ne pouvait pas couvrir ses dépenses mensuelles. Cependant, Moyer était très en colère et a dit à Kan que c'était son problème parce qu'il dépensait tout son argent dans des choses inutiles. Il lui a dit qu'il pouvait gagner de l'argent en utilisant son corps et lui a montré une annonce pour un travail à temps partiel dans une pièce de théâtre qui se déroulait dans le parc où il cherchait quelqu'un pour jouer le rôle du méchant. En entendant parler de ce travail, Kan se sentit frustré et a dit qu'il n'aimait pas travailler parce qu'il n'y avait rien d'amusant là-dedans, affirmant que le travail lui donnait l'impression d'être un adulte. Puis il s'est mis à se plaindre comme un enfant, mais à ce moment-là, la scène a coupé sur lui en train d'essayer de passer l'audition pour le travail, puisque ce jérémiade ne servait à rien. Il a en fait fait un geste de clown et a réussi l'audition. Quand le metteur en scène a vu ses talents, il a été impressionné et lui a immédiatement donné le rôle principal, car leur héros actuel était blessé. Ce fut un énorme choc pour Kan. Ensuite,
On voit Khan porter le costume de héros d'un personnage nommé Ottoman, alors qu'il n'avait jamais entendu parler de ce héros auparavant. Le metteur en scène m'a expliqué que ce héros était très populaire auprès des enfants et des mamans. Après cela, l'équipe du théâtre s'est réunie et le metteur en scène a passé en revue leurs mouvements et les a dirigés. La pièce a commencé avec un homme ordinaire qui avait une femme, mais leur relation n'était pas bonne et la femme ignorait son mari. Ils ont alors commencé à regarder la télévision, mais Khan les a interrompus et leur a demandé pourquoi ils regardaient la télé en disant que c'était une émission ennuyeuse. Quand le metteur en scène a vu que Khan les gênait, il s'est fâché et lui a crié dessus en lui disant de retourner à sa place. L'histoire est ensuite revue au Khan, mettant en scène un homme voyageant en train pour se rendre à son bureau. Au bureau, une fille très gentille nommée Anotel l'a invité à déjeuner, mais l'homme a refusé et a dit qu'il ne savait pas vraiment pourquoi elle l'avait invité lui en particulier. La jeune fille s'est alors mise à dire « Vous êtes toujours comme ça, mais je connais toutes vos qualités, Monsieur Sugata, et je vous aime vraiment bien, ce qui a mis Monsieur Sugata mal à l'aise. » Quand Khan a vu cette scène, il est devenu fou et a pensé qu'il jouait une pièce de théâtre. Après cela, l'homme a commencé à parler à la jeune fille, mais soudain les méchants n'ont pas parlé. À la surprise générale, la jeune fille était la chasse des méchants. Puis ce fut au tour de Khan d'entrer en scène. Là, le réalisateur a crié à Khan d'entrer rapidement et Khan s'est précipité pour vaincre le méchant principal. Quand le réalisateur a vu ça, il a commencé à s'énerver parce que Khan était censé d'abord combattre les sbires, puis vaincre le méchant principal, puisque c'était lui qui donnait les ordres. Après cela, ils ont retourné la scène mais Khan a éliminé les sbires du méchant. Quand le réalisateur a observé les mouvements de Khan, il a dit comment il savait se déplacer avec grâce. Ensuite, la pièce a continué avec Monsieur Sugata qui se faisait gronder par son patron. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a vu que sa femme avait préparé une table de fête et il a découvert que c'était leur anniversaire de mariage qu'il avait oublié. Après avoir entendu cela, sa femme a commencé à se plaindre et a dit qu'elle appliquerait à nouveau la même punition. Après cela, on a dit que l'homme avait été transformé en chaise pour sa femme et que celle-ci était assise pendant qu'il était sous ses pieds. Quand Khan a vu ça, il a pété un câble et s'est mis à crier. À ce moment-là, le réalisateur s'est aussi énervé et a commencé à crier sur Khan. Ensuite, une dispute a éclaté entre lui et le réalisateur lui a dit que s'il ne respectait pas le script, il ne serait pas payé. Après cela, on a vu Khan en train de parler avec le gars qui jouait le méchant. Son pied était blessé et on lui avait dit qu'il aurait le rôle d'Ottoman, mais à cause de sa blessure pendant les répétitions, il a été remplacé. Son fils était très excité car c'était son premier rôle en tant qu'héros. Quand le fils a appris que son père ne ferait pas le rôle, il s'est mis à pleurer. Il lui avait même acheté des jouets à la rance, mais maintenant il ne pouvait plus rien faire. Il ferait de son mieux dans le rôle du méchant. À ce moment-là, Khan se dit à lui-même qu'il avait de la peine pour lui, car c'est vraiment dur quand les parents ne tiennent pas leurs promesses. Il a alors dit au gars d'appeler rapidement son fils et de lui dire qu'il était Ottoman. D'un autre côté, il s'est avéré que Mayer avait tout entendu et était très contente du comportement de Khan. Après cela, on voit directement une scène de la pièce où Khan et le gars changent complètement de costume. En conséquence, ils se sont mis à parler de choses étranges dans le script, ce qui a choqué le metteur en scène car ce qui était dit ne figurait pas dans le texte. Ben Nico, qui regardait la pièce, est intervenu en disant que Khan avait dit qu'il jouerait le héros, mais que le héros était quelqu'un d'autre. D'un autre côté, le héros ne comprenait pas non plus ce qu'il était censé faire maintenant, car il avait une blessure au pied et ne pouvait pas beaucoup bouger. Mais Khan l'a encouragé à ne pas s'inquiéter, car il s'occuperait de tout. Après cela, le héros a frappé légèrement Khan, qui a joué la scène de façon spectaculaire et a roulé rapidement jusqu'à tomber en arrière, ce qui a stupéfié le metteur en scène et tous les spectateurs. Les enfants étaient très impressionnés par le spectacle, et même Moyer y a beaucoup de ce qu'ils voyaient. Khan jouait parfaitement le rôle du méchant, et le héros donna un autre coup léger, mais Khan l'interpréta de façon si réaliste que l'on aurait dit que le héros était si puissant que Khan vola dans les airs jusqu'à sa défaite, marquant ainsi la fin du rôle du méchant. Le fils du héros était très fier de son père. Après la fin de la pièce, tous les enfants étaient très impressionnés par le héros, mais malheureusement, le metteur en scène n'était pas très content de ce qui s'était passé, alors il a réduit leur salaire, laissant Khan sans aucun revenu. Après cela, Khan, Moyer et Miko rentraient chez eux. Khan était triste et disait que c'était pour cette raison qu'il n'aimait pas les petits boulots et qu'il pensait ne pas être fait pour ça. Des Moyer lui a dit le contraire, affirmant qu'il était très bon dans le milieu professionnel et a conseillé à Khan d'essayer différents métiers jusqu'à ce qu'il trouve celui qui lui conviendrait. Il a aussi ajouté qu'en ce qui concerne les dépenses de ce mois-ci, il pouvait attendre un peu plus longtemps. En entendant cela, Khan est devenu très heureux. Les Moyer lui a dit que le mois prochain, il devrait payer 2 mois de salaire. S'il ne le faisait pas, il y aurait une grosse pénalité, ce qui a poussé Khan à promettre qu'il ne gaspillerait pas d'argent cette fois-ci. Ensuite, nous sommes retournés voir le héros chez lui, où il était très heureux avec son fils. Après cela, nous avons basculé chez Moyer un mois plus tard et nous voyons Moyer s'entraîner avec Khan à la même punition que dans la pièce. Mais il semble que Khan n'ait rien appris.
Nous voyons ensuite Can travailler à un emploi à temps partiel où il doit emballer des clous dans des sachets en plastique, mais après quelques minutes de travail, il devient fou car il ne peut pas rester assis longtemps. Même à ce moment-là, il n'avait pas réussi à remplir une seule boîte. S'il gardait ce travail, cela prendrait des années. Mais s'il ne travaillait pas, il ne serait pas payé et ne pourrait donc pas rembourser ses dettes, ce qui l'obligerait à redevenir autonome pour mailler. Tous ces problèmes m'ont poussé à aller voir Nico et à lui demander un sort pour devenir plus rapide. Quand Nico a entendu cela, elle a été très surprise et lui a dit qu'il était déjà rapide et très actif, ce qui a agacé. Puis Nico lui a dit qu'elle pouvait augmenter sa vitesse de 1,5 à 10 fois, et quand Can a entendu cela, il s'est enthousiasmé et a dit qu'il avait besoin de la vitesse maximale. Mais malheureusement, Nico l'a averti que les choses ne seraient pas simples, car il y avait des avertissements et des effets secondaires. Et ensuite, Nico a commencé à expliquer les effets secondaires. Le premier était que le sort durerait 3 jours. Bien sûr, cela ne posait aucun problème à Can. Le deuxième effet était qu'après l'avoir lancé le sort, il ne pourrait attaquer personne, mais cela n'inquiétait pas Can car il n'avait aucune intention de se battre. Le troisième, c'était les collisions. Can n'a pas compris ce point et a dit qu'il trouverait une solution. Après cela, enfin, Nico a lancé le sort sur lui et a augmenté sa vitesse à 10 fois. Après que le sort ait été lancé, Can a commencé à parler, mais personne ne pouvait le comprendre car il parlait très vite. En voyant cela, Can s'est senti frustré et a continué d'essayer de parler, mais en vain. Il a donc décidé de prendre une feuille de papier et a écrit « Qu'est-ce que vous dites ?» Je n'ai rien compris. En conséquence, Moyer a commencé à expliquer et a dit que l'esprit de Can était devenu 10 fois plus rapide, ce qui faisait qu'ils étaient maintenant 10 fois plus lents que lui. Après l'explication de Moyer, Nico a commencé à paniquer. De son côté, Can a commencé à avoir peur d'eux parce qu'il parlait de manière étrange avec des intonations bizarres. À ce moment-là, Can a compris que tout cela arrivait à cause du sort, puisque son esprit était devenu 10 fois plus rapide. Moyer et Nico lui semblaient extrêmement lents. Ils ne comprenaient pas leur langue et avaient très peur à cause de leurs expressions. Après cela, il décida qu'il ne pouvait plus rester avec eux et retourner à son travail. Tout autour de lui bougeait lentement, même le temps. Pour lui, ce n'était pas comme s'il était devenu plus rapide, mais plutôt que tout autour de lui était devenu plus lent. Can fut choqué de constater qu'il n'accomplissait rien rapidement et avait l'impression d'avoir travaillé pendant des heures alors que seulement 10 minutes s'étaient écoulées. Soudain, il se rendit compte qu'il allait devoir passer 3 jours avec ce sort raqué, ce qui signifiait qu'il devrait endurer l'équivalent de 30 jours, ce qui l'effrayait car comment pourrait-il passer 30 jours sans parler à personne? Après cela, il alla voir Nico pour qu'il le ramène à son état normal et essaya de leur expliquer ce qu'il traversait, mais il ne comprenait pas sa langue. Moyer lui écrivit de parler lentement. Can essaya, mais échoua. Moyer et Nico comprirent que Can était triste. Nico essaya de parler rapidement, mais cela ne fonctionna pas non plus. Can perdit espoir, il quitta et s'en alla. Mais après quelques secondes, il revint manger puis les quitta de nouveau. Après cela, Moyer et Nico discutèrent de Can, mais au bout d'un moment, Can revint encore une fois pour manger. Nico ne comprenait pas ce qui se passait. Moyer commença à expliquer et lui dit que 30 minutes pour eux équivalait à 5 heures pour Con, et que si cela continuait ainsi, ils devraient manger plus de 10 fois par jour. Alors ils achetèrent beaucoup de nourriture, mais elle fut vite épuisée. Le temps passait beaucoup plus vite pour eux, alors qu'il s'écoulait très lentement pour Con, à tel point que lorsque Con se présentait devant Moyer et parlait quelques secondes, il repartait aussitôt. Moyer ne comprenait rien du tout. Même qu'on avait terminé son petit boulot depuis longtemps, et il était allongé par terre, mort d'ennui. Les jours passaient si vite qu'il avait besoin de nouveaux sous-vêtements. Et lorsque Moyer acheta les vêtements et les donna à Con, il se mit à pleurer devant Moyer, puis repartit après quelques secondes. Après cela, on voit qu'Ego arrivait chez eux. Et en voyant l'état de Con, il fut très surpris et proposa une idée, il pourrait enregistrer la voix de Con. Ensuite, il pourrait l'écouter au ralenti. En entendant cela, ils furent étonnés, car cette idée ne leur était pas venue à l'esprit. Mais ensuite, Con est entré et a commencé à leur parler lentement. Il leur a dit qu'il s'était entraîné pendant longtemps à parler lentement jusqu'à ce qu'ils n'y parviennent. En entendant cela, tout le monde a été stupéfait. De son côté, Con était très heureux de pouvoir leur parler normalement. Après cela, ils ont tous passé du temps ensemble à rire. Con leur a même montré comment marcher lentement. Ils se sont assis joyeusement autour de la table à manger, puis la scène passe au lendemain. Lorsque Con est revenu à son état normal, le choc a été que Con était terrifié, car Moyer et Nico étaient désormais bien trop rapides pour lui puisqu'il s'était habitué à parler et à marcher lentement. Même s'il était redevenu lui-même, il continuait à parler lentement. Cara va voir Nico et lui dit qu'elle a un document très important qui a été accidentellement détruit par une déchiqueteuse. Elle demande si Nico peut l'aider en utilisant la magie. Nico, choqué par ce qu'elle voit et entend, dit que Cara doit lui donner sa robe préférée en échange de son aide.
Nico lui explique que si elle veut qu'elle répare un papier en particulier, il doit être seul et ne pas être mélangé avec d'autres papiers. Elle pense que cela va être très difficile, car ils ne pourront pas séparer toutes les feuilles. Après avoir entendu cela, Kara se sent prêtrie. Et là, moi il demande à Kara comment ce document important a été déchiqueté par accident. Kara explique que le papier appartenait à sa mère, qui est décédée il y a 1 an d'une maladie, et que c'est son père qui avait écrit les documents. Elle commence à se rappeler ce qui s'est passé lorsqu'elle a surpris son père et a remarqué qu'il lisait une lettre de sa mère. Elle se demande si sa mère l'a écrite de son vivant et dit qu'elle a besoin de lire cette lettre. Mais son père l'en empêche et déchire la lettre dans la déchiqueteuse tout en s'excusant auprès d'elle. Kara voit cela et devient très en colère. Puis Mai prend la parole, disant qu'il semble y avoir quelque chose d'important écrit dans la lettre que son père ne voulait pas qu'elle découvre. Nico s'enthousiasme et dit qu'elle aidera de toutes les manières possibles. Kara répond que cela semble presque impossible. Puis elle remarque que Nico a commencé à trier les morceaux de papier. Kara lui demande si elle est folle, car évidemment elles ne pourront pas séparer les papiers dont elles ont besoin. Mais Nico répond que les feuilles de la lettre sont vertes, donc elle peut les distinguer. Après avoir vu Nico, Mori commence aussi à l'aider. Kara dit que cette tâche semble impossible et qu'il n'est pas nécessaire qu'il le fasse. Alors Mori lui raconte qu'une fois, en CM1, il a construit un château en cure-dent. Donc pour lui, rien n'est impossible. Nico dit qu'elle serait ravie d'aider Kara, même si cela prend du temps, parce que Kara l'a toujours aidé. En entendant cela, Kara est nue, serre Nico dans ses bras, puis commence elle aussi à trier les papiers. Pendant qu'il trie les papiers, ils se discutent beaucoup, et Kara réveille qu'elle sait déjà ce qui était écrit sur ce papier, mais qu'elle veut confirmer la lettre de sa mère. Elle dit que son père n'est pas son père biologique et qu'elle le savait déjà avant. Elle leur raconte que lorsqu'elle était en 7e année, elle est allée rendre visite à ses proches et a entendu la vérité de leur part. Elle explique qu'elle a été choquée, mais que cela ne l'a pas vraiment affectée, car elle sentait que ses parents l'aimaient énormément, et elle a accepté cette situation. Pour elle, son père, c'est celui qui l'a aisée et s'est occupé d'elle, pas quelqu'un d'autre. Vai dit que ce sera différent pour lui, c'est pourquoi il comprend. Après un long moment, ils ont tous réussi à assembler les papiers, et tout le monde est content. Kara les remercie pour leur aide. C'est ensuite au tour de Nico d'utiliser sa magie, et elle s'en sert pour transformer les morceaux de papier en une lettre. Ils sont émerveillés par la magie de Nico, et Kara commence à lire la lettre, dans laquelle sa mère lui présente ses excuses. Elle lui explique qu'elle était malade et qu'elle ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre, alors elle m'a écrit que ce qu'elle voulait lui dire. Dans la lettre, Kara est choquée de découvrir que sa mère a écrit qu'elle n'est pas sa mère biologique. Sa grand-mère a quitté son père et s'est enfuie après sa naissance, et son père l'a élevée seule jusqu'à ce qu'il rencontre la mère qu'il a réellement élevée. Puis soudain, le père de Kara entre et leur dit qu'il n'aurait pas dû lire cette lettre. Mais Mai dit qu'il ne devrait pas faire ça, parce que la mère de Kara lui a écrit une lettre pour qu'elle sache toutes ces choses, et c'est son droit de savoir. Il ne devrait pas lui imposer ses propres sentiments. Alors le père de Kara explique qu'il a reçu la lettre par la poste après le décès de sa mère, et qu'il ne voulait pas que Kara apprenne l'existence de sa seconde mère. Sinon, cela pourrait causer des problèmes dans la relation avec la mère qu'il a élevée, car elle tenait beaucoup à sa maman et disait qu'elle lui ressemblait. Après cela, Kara devient très émue et dit que son père aurait dû le lui dire, en insistant sur le fait que ses sentiments envers sa mère ne changeront jamais. Elle exprime son respect pour sa mère quoi qu'il arrive. Puis le père de Kara devient très ému à son tour et se met à pleurer, s'excusant auprès de Kara et lui demandant de lui pardonner. Nico dit à Kara qu'elle doit continuer à lire, et alors Kara recommence à lire. Sa mère avait écrit qu'elle voulait garder cette histoire secrète jusqu'à ce qu'Étienne grandisse. Elle aurait aimé pouvoir en parler à Kara en face à face, mais le destin en a décidé autrement. Elle se souvient encore de ce moment où elle a rencontré Kara pour la première fois avec son père, et elle était très heureuse de la voir à ce moment-là. À partir de ce jour-là, Kara a accompli son cœur, et elle était tellement heureuse que Kara devienne sa fille. Elle n'avait pas d'autre fille qu'elle, et à partir de ce jour-là, elle a une vie parfaite avec un mari et une fille adorables, et elle n'a connu que le bonheur auprès de sa famille. Merci infiniment d'être devenue ma fille, Kara. Alors Kara se met à pleurer à chaudes larmes, profondément touchée par les mots de sa mère. Sa mère dit « Ne t'inquiète pas, nous nous reverrons dans l'au-delà. Je t'attendrai. » À ce moment-là, le père et la fille s'embrassent. Après cela, on voit Mui et Nico marcher le long de la rivière. Mui est heureux d'avoir aidé Kara et essayer de parler à Miko. Mais Miko, nue, a dit que si elle parlait maintenant, elle se mettrait à pleurer car elle était touchée. Puis soudain, son sac fait illuminer, révélant que sa pierre magique était devenue plus blanche pour aider Kara. Miko dit alors qu'elle a l'idée et Mui la soutient dans cette démarche. La SEM se déplace à l'école, où Nico a affiché un avis pour proposer son aide à ceux qui en ont besoin. Soudain,
quand s'approche d'elle et lui dit que quelqu'un veut l'aider. Quand Miko a entendu cela, elle est devenue heureuse, puis une personne nommée Ore entre. Quand ils l'ont vu, ils ont été choqués car il avait l'air très différent et lui ont demandé s'il venait d'un autre pays, ce à quoi il a répondu oui. Il a commencé à parler de sa routine quotidienne et de la météo qui était superbe ce jour-là, en disant des choses étranges. Mui lui a alors dit que ses paroles ressemblaient à de l'anglais, ce à quoi Ore a précisé que c'était parce que son père était professeur d'anglais et qu'il avait beaucoup de livres en anglais qu'il étudiait depuis qu'il était petit. Mui l'a interrompu et a dit « Écoute, mec, dis-nous juste ce que tu veux. » Ore explique qu'en général il arrive à bien parler avec les gens, mais qu'il n'arrive pas à parler aux filles. En entendant cela, Nico se sent très heureuse et dit « Donc, c'est une histoire d'amour. » Et il semble qu'il soit intéressé par quelqu'un, ce qui a poussé Kan à lui dire « Va simplement lui avouer tes sentiments. » Après cela, Ore commence à raconter beaucoup de choses à Kan au sujet de la fille. Kan lui dit « Tu dois bien lui parler. Tu devrais lui faire savoir ce que tu ressens. » Puis Ore, un peu hésitant, leur montre 2 billets. Ce sont des billets de cinéma. Il commence à dire « Je vais lui demander si elle veut aller voir le film avec moi. » Quand tout le monde a entendu ça, ils ont été choqués, pensant « Mec, on dirait qu'il va l'inviter à sortir. » Puis Ore demande un service à l'école et dit « Je veux que tu utilises une sorte de magie pour m'aider à bien lui parler. » Neko répond « Je peux utiliser la magie sur toi, mais je veux que tu lui dises ce que tu ressens toi-même et à ta façon, parce qu'il n'y a rien de mal à ça. » En entendant cela, Ore est devenu très heureux et a dit « Oui, tu as raison. » Après ça, Mui l'encourage Ore en disant « Je sais que tu peux le faire. » Puis la fille arrive et tout le monde se cache pour observer la situation à distance, en commençant à discuter et à se demander si Ore va réussir à lui parler correctement et à exprimer ses sentiments. Ensuite, Ore commence à parler avec la fille. De façon surprenante, la fille ressemblait à Ore tant par son apparence que par sa façon de parler, et elle s'appelait Nakora. Ils commencent à avoir une conversation détaillée au milieu de l'école en général. Puis Ore se tourne vers ses amis et déclare clairement « C'est ma petite amie. » Ils commencent rapidement à discuter et deviennent un couple. En voyant cela, les autres restent sous le choc et débordent de joie. Après cela, tout le monde commence à féliciter Ore et il se met à les remercier tous pour leur aide. Puis Ore dit « À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes nouveaux amis. » Mais Kan n'aimait pas regarder des films et Magami avait déjà vu le film. Mui dit alors « Nico, tu veux aller voir ce film avec moi ?» En entendant cela, Nico est devenue très heureuse, pensant qu'il s'agissait d'un rendez-vous. Elle a commencé à se préparer pour aller voir le film à la manière de Ore. Après un court moment, on voit une scène où Magami, Nico et Kan discutent entre eux. Nico est peu nerveuse, réfléchissant à la façon de dire à Mui qu'elle voulait sortir avec lui en rendez-vous. Magami commence à dire que Mui se sent heureux quand il regarde une émission comique et qu'il rit beaucoup en la regardant. Ils essayent de rassurer Nico en disant que Mui avait des sentiments mais qu'il était un peu excentrique. Cependant, Nico se sentait très triste. Kan et Magami disent à Nico que demain, elle devrait observer Mui et comprendre ses sentiments sans se soucier du reste, puis il la laisse. Soudain, Mui apparaît et leur demande « Que faites-vous dans la chambre de Nico ?» En entendant cela, Nagami et Kan sont choqués et tendus, disant « Non, non, on jouait juste au poker et elle doit apprendre à lire les expressions du visage. » Mui répond « Si vous ne m'avez pas invité parce que mon visage est difficile à lire pour vous, ce n'est pas grave. J'aurais refusé de toute façon. » Et alors qu'il s'éloigne, il a l'air triste et dit « Mais j'aurais été content si vous aviez pensé à moi et m'aviez invité. » Après cela, Mui s'assoit dans sa chambre, pensif. On voit aussi Neko chercher un sort, et le lendemain, Neko vient annoncer à Mui qu'elle a trouvé un sort pour que Mui exprime ses sentiments. Elle dit « Je ne voulais pas l'utiliser sur toi sans ta permission. Je sais que tu aurais dit non. » Mais Mui répond « Ça ne me dérange pas, tu peux l'utiliser. » Il commence à dire « Si c'est difficile pour toi de lire mes expressions faciales, et si ce sort peut m'aider à améliorer mes relations avec les autres, alors tu peux le faire. » En entendant cela, Nico est très heureuse et utilise le sort. Au début, il semble que rien ne se soit passé, mais soudain, quelque chose de petit qui ressemble à Mui sort de sa tête, et Mui dit « Je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit se soit produit. » Là, le petit Mui est très confus, ce qui fait réaliser à Nico que c'est le résultat du sort. Après cela, Mui commence à dire « Oublions mes sorts. Il faut qu'on se prépare à partir rapidement. » Le petit Mui est extrêmement excité. En voyant cela, Nico est heureuse car elle va enfin pouvoir comprendre les sentiments de Mui. Ensuite, on voit Mui prêt à partir et Nico arrive en portant un yukata. Mui est impressionné par elle mais elle essaie de le cacher et demande à Nico « Pourquoi tu portes un yukata ?» Nico répond qu'il va au festival, donc ce sera une super tenue.
Louis commence à montrer qu'il n'est pas intéressé, mais le petit Louis est très enthousiaste et semble beaucoup apprécier Nico. Après cela, les deux vont regarder le film et Nick commence à expliquer le concept du film puisque Nico n'y connaît rien. Louis explique que le film mélange romance, horreur et comédie en même temps, puis le film commence, mais Nico ne le regarde pas vraiment. Elle se concentre davantage sur les expressions du petit Louis. Lors d'une scène d'horreur, il a l'air très effrayé. Quand une scène romantique arrive, il est très aimé. Quand une scène comique apparaît, il rit beaucoup. Nico pense, c'est comme ça, c'est vraiment très intéressant. J'espère qu'il restera toujours comme ça. J'aimerais que le vrai Louis soit toujours assis. Après cela, le film se termine enfin et ils sortent du cinéma. Nico demande, alors, comment as-tu trouvé le film? Je réponds, c'était bien. Mais à voir le petit Louis, il est évident qu'il dansait avec passion et qu'il avait adoré le film. Il commence à parler du film et de ses événements quand soudain un enfant passe en courant et fait tomber du popcorn par accident. Mais avant que le popcorn ne touche le sol, Louis le ramasse tout et le rend à l'enfant, laissant ce dernier stupéfait et très heureux. Puis Nico commence à féliciter Louis, pensant que Louis est vraiment adorable. Il essaie toujours de rendre tout le monde heureux. Après cela, les deux s'amusent beaucoup au festival. La plupart du temps, l'attention de Nico était portée sur le petit Louis. Après cela, il y a feux d'artifice.